Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de Comics Outcast, exceptionnellement aujourd'hui enregistré à la médiathèque de CRJ dans l'espace Visage du Monde, invité par les bonnes grâces de Sophie Agier que nous remercions aujourd'hui. Merci. Nous sommes donc au cœur de cette médiathèque pour parler, dans le cadre de l'animation qui s'appelle Comics & Co, des comics, de la découverte de ces titres. Et je suis aujourd'hui entouré de 3 des chroniqueurs habituels. Il y a avec moi Queutrus. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Exceptionnellement, je te demanderai pas ce que tu lis, parce que on va en parler tout de suite après. Il y a avec nous aussi Ben. Salut. Comment ça va? Bah ça va très bien. T'es prêt? Un peu le trac, mais C'est vrai parce qu'il y a des gens en physique qui nous regardent. Du coup, ça fait peur. Mais alors, c'est quoi très des gens content d'être là. métaphysiques? Non, mais d'habitude, c'est des oreilles qu'on connaît pas qui nous écoutent, tu vois. Effectivement, et surtout qu'on ne voit pas. Voilà. Et il y a également Zef avec nous. Bonjour Eric, comment vas-tu? C'est moi qui pose la question. Pardon. Arrête de faire ça à chaque fois. D'accord, chaque émission. j'arrête. Ça va? Ça va et toi? Bien, merci. Pareil, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'événement. C'est encore une fois un plaisir d'être là. Et il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qui nous sommes, et j'imagine qu'elles sont finalement nombreuses. Parce que sinon, peut-être. peut-être Au cas où il y a du genre. quelques personnes qui nous connaissent pas. Encore en France, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on va un peu faire du nombrilisme. On va parler de comment le podcast est venu à exister dans un premier temps, et après on va vous parler de comment est-ce qu'on choisit nos comics et comment est-ce qu'on prépare les chroniques qu'on fait dans l'émission. Et enfin, on donnera la parole au public s'ils ont des questions à nous poser, on essaiera d'y répondre. Évidemment, c'est pas un quiz, donc pas de piège ni rien. Mais si ça concerne justement comment commencer, comment découvrir ce genre de choses, on peut vous donner notre vision de la chose, nos conseils, si ça peut vous aider et si vous êtes intéressé. Alors, le programme est assez simple. On va donc commencer par parler de Comics Outcast. Exact, La c'est ça, genèse. c'est le nom C'est le nom du podcast. Voilà. C'est l'émission qu'on fait. Alors, à la base, donc je me présente, peut-être que tout le monde ne sait pas qui je suis. Moi, je suis Eric Fofana, je suis un libraire dans une librairie à Paris qui est pas tout à fait française et dans laquelle on peut boire du thé. Donc voilà, s'il y a des gens qui connaissent. Vers, je sais pas, 2013, j'ai commencé à avoir l'idée de faire un podcast. C'est un peu mon côté mégalo. Et je commençais aussi à découvrir les comics. Et je me disais, ce serait quand même bien que des podcasts m'expliquent, ou des émissions m'expliquent comment les choisir et comment les lire, parce que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. La multitude de ce qui est présent, ça peut poser problème. Et j'en avais parlé à des personnes que je connaissais dans le cadre d'une web radio qui s'appelle Radio Kawa, qui est un éditeur de comics, un éditeur de podcasts et un producteur de podcasts bénévole qui fonctionne surtout grâce aux plateformes de financement participatif. Et on a lancé l'idée de faire un podcast justement pour les personnes comme moi qui n'auraient pas cette culture-là qui leur permettrait de choisir un comics pour commencer. Et l'idée m'est venue après la création par Ben, Nekoto ici présent, Oui, et tu peux dire Ben, ouais. et John Hume, un autre chroniqueur de cette émission, dans le cadre d'une soirée qui s'appelait la Comics Quiz Night. Ouais. Tu peux en parler? En fait, en fait, on fait ce que on faisait, en tout cas, ce que plein de gens doivent faire, chacun dans leur intimité. C'est on se regroupe entre potes, on parle de ce qu'on aime, en l'occurrence les comics. On parle des derniers trucs qu'on a achetés. Ah, tu devrais lire ça. Ah, tu connais pas. Tiens, laisse, je te le prête et tout. Donc, on amenait chacun des petits trucs pour s'échanger. Et puis, évidemment, vu qu'on aime toujours bien dire qu'on sait mieux que les autres, on faisait des petits quiz hyper bon enfant. Voilà, pour que tout le monde joue. On se donnait des petits cadeaux, etc. Et c'est vrai que c'était un peu, sans le savoir, c'était la genèse de Comics Outcast, puis qu'après, c'est ce qui t'a plus ou moins donné l'idée. Ouais. Effectivement. Donc là, on allait voir Radio Kawa, on leur a proposé l'idée. On a commencé par réaliser des pilotes, on en a fait 4. À l'époque, on enregistrait dans les studios de WeFM grâce à l'un de nos chroniqueurs qui travaillait là-bas. Je savais pas s'il le savait, mais bon, on a fait ça pendant 2 ans, donc au bout d'un moment, voilà. Et ça nous a permis d'essayer plusieurs formules, plusieurs versions, et on est arrivé à la formule qui est à peu près celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un animateur. Et 3 ou 4 chroniqueurs qui viennent justement parler des titres qu'ils ont lus. Au tout début de l'émission, c'était moi qui ai décidé des comics de la semaine, entre guillemets, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu mégalo et que c'était peut-être plus intéressant de laisser les chroniqueurs choisir ce qu'ils voulaient lire pour les présenter au mieux. Puis ça faisait plus de choix aussi. Voilà. Ouais. Parce que moi, j'avais les connaissances que j'avais, travaillé en librairie, bon, j'avais des catalogues, je voyais à peu près ce qui me plaisait, mais c'était pas complet. Il y avait beaucoup de biais dans cette sélection, et puis au bout d'un moment, ça ressemblait plus à moi qu'à mes chroniqueurs. Donc l'idée que j'avais, c'était pas du tout de contrôler quoi que ce soit, c'était vraiment de faire quelque chose d'uniforme où tout le monde avait sa place. C'est-à-dire que moi, je suis le créateur, ok, ça c'est
Voilà, mais toutes les personnes de Comics Podcast ont exactement la même importance, même si on a tous des rôles différents. Et justement, en parlant de rôle, l'idée, c'était d'avoir d'abord des équipes de personnes qui n'avaient jamais lu, c'est-à-dire qui auraient vraiment un œil nouveau, voilà, un œil nouveau et qui pourrait donner une impression très brute de ce qu'ils achètent ou de ce qu'ils lisent. Une équipe de personnes qui consomment un petit peu de temps en temps et une équipe de personnes qui en lit depuis très longtemps. Et je vais laisser mes collègues se présenter. Vous allez voir qu'il y a aussi de la diversité là-dedans aussi. On va commencer par Quetrus. Comment t'es rentré toi dans les comics en gros. Tout petit, un peu comme tout le monde, tu vois, avec des Strange, tardivement, parce que je suis pas si vieux que ça quand même. Un peu. Et après, j'ai fait pas mal de BD européennes, et comme j'en parlerai tout à l'heure par rapport à From Hell, j'ai découvert les comics vraiment pour adultes à la fac, et après, je m'y suis mis vraiment régulièrement, quoi. Donc dans les années 90. on a année 2000. On a Nekoto aussi. Toi, t'as commencé comment? En fait, pareil. Enfin, franchement, je pense que c'est commun à plein de gens. On a tous lu des Strange, des petits Batman et tout quand on était petits, mais un peu à la volée, enfin, en ce qui me concerne. Mais je suis vraiment tombé dedans en 95 précisément, quand j'ai découvert Spawn, donc qui est édité chez Image en version originale, qui est un éditeur, enfin, qui à l'époque en tout cas était un nouvel éditeur et plutôt indépendant. Enfin, c'était pas une des deux grosses maisons. Ouais. Ce qui fait qu'ils pouvaient se permettre, ils avaient des petites libertés. Enfin, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais donc voilà, je suis rentré dans les gros comics commerciaux, mais par une petite porte, et ce qui m'a permis de développer des goûts qui sont pas forcément j'ai des goûts communs. Enfin, j'aime les héros comme Batman, comme tout le monde aime ça, mais je veux dire, j'ai été curieux, je pense en partie grâce à ça, j'ai été curieux d'autres héros, d'autres genres d'histoires, d'autres formes d'édition, etc. Et puis voilà, donc depuis on va dire 95, j'ai lu, je me suis étendu à tous les éditeurs. Et puis voilà, j'en lis tout le temps maintenant. D'accord. Et toi, Zef, comment est-ce que t'es rentré dedans aussi? En fait, moi, c'est à cause ou grâce à mon frère, qui a 10 ans de plus que moi et qui lisait donc les premiers Strange quand ils sont sortis en France. Et du coup, je lui volais ça dans sa chambre quand il était pas là. Et je piquais ça quand j'avais, j'étais super jeune, je devais avoir 8 ans, un truc comme ça. Je piquais les trucs au fur et à mesure. Un des premiers trucs que je me rappelle avoir lu, c'est un arc de Spidey qui était La mort du chasseur. Donc ça doit être vraiment de 88, si j'ai pas de conneries, un truc comme ça. D'accord, on est vieux. Et donc moi je lisais ça vraiment pas de façon assidue, mais j'ai piqué au fur et à mesure, donc j'avais déjà une petite connaissance à ce moment-là, et j'ai eu une grosse période d'arrêt, et j'ai repris pareil dans les années 90 à la période de Spawn aussi, où ça un anti-héros qui m'attirait un peu, et de là j'ai remis un peu le doigt dedans au fur et à mesure, et voilà, tout simplement. Et en ce qui me concerne, j'ai commencé bien plus tard que vous tous. C'était au milieu des années 2000, donc ouais, 2005-2006 en fait. C'est là que j'ai vraiment voulu commencer, et je savais pas par quoi commencer en fait. Et du coup, c'est un peu ça qui a initié la recherche de découverte. Et donc moi du coup j'ai commencé avec Avengers vs X-Men en 2012. C'est vraiment là que je me suis plongé dans l'histoire d'un comics pour essayer de faire des recherches, et j'ai un peu fonctionné à rebours avec ce comics là. Mais on va en parler un peu plus tard. En gros, bon là je vois qu'il y a que des personnes qui nous connaissent, mais le concept de l'émission c'est véritablement prendre 3 titres, de lire les 3 premiers chapitres et d'en discuter ensemble autour du micro, pour justement échanger les avis sur l'écriture, l'illustration, ce genre de choses, et avoir des micro-débats pendant un quart d'heure par titre en gros, pour permettre aux personnes qui nous écoutent de découvrir ces titres-là et de se faire leur propre idée. C'est-à-dire que la plupart de ces comics viennent de sortir, donc ils sont encore disponibles en librairie, et en médiathèque aussi, ou alors sur les plateformes mobiles, numériques, merci, pour que les gens puissent se faire leur propre idée sur les titres dont on parle, parce qu'il y a des choses, certains titres sur lesquels on se prend la tête parce que justement on n'est pas d'accord, voilà, on n'est pas du tout d'accord, et ça mène à des débats intéressants. Et donc là on n'est que 4, mais en réalité on est une équipe de 13 personnes, dont 9 véritablement actives entre guillemets. Il y a des personnes qui sont plus ici, des personnes qui sont parties se marier, des personnes qui sont parties avec l'appel de la nature au Kenya ou au Wakanda, on sait jamais, parce que bon, il n'y a pas internet là-bas. Et aujourd'hui, donc on est donc un podcast qui a 3 ans. C'est un podcast qui fonctionne assez bien sur la
même très bien sur la web radio. On est très fiers de ce qu'on fait. On a des retours assez agréables, donc on est confiant dans la direction qu'on prend entre guillemets, et on est très actif sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, tout ça, et depuis quelques temps, un mois, on fait des rencontres avec les auditeurs dans le cadre d'apéro. Donc on va juste boire un café, un verre avec les auditeurs pour un café. Oui, un café, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le nom, ce genre de... C'est quoi le nom du truc? C'est pas apéro? Le bouillapéro. Ah. Et qu'est-ce que je disais, donc voilà, on est très actif sur ce côté-là, et dans le futur on va essayer de garder ce même entrain, cette même détente, ce côté didactique, parce que c'est toujours pour permettre aux gens de découvrir de nouvelles choses et de s'intéresser aux comics par son biais littéraire, parce qu'on trouve que c'est plus intéressant que juste de parler de oh il a une grosse épée, oh elle a des super pouvoirs. On essaie d'aller un peu plus loin sans être barbant, et voilà, parce que nous sommes des amateurs, je le précise, c'est très important. On travaille pas dans l'édition, et c'est vraiment notre passion qui nous anime, qui nous a donné envie de faire ce podcast et de la faire encore aujourd'hui. Oui, Yann. D'ailleurs, ça fonctionne dans les deux sens maintenant, puisque plus on rencontre les gens qui nous écoutent, et même quand on sur Facebook, etc. En fait, maintenant, au-delà de ce que nous on essaye d'apporter avec notre expérience et ce qu'on dit, les gens nous donnent aussi des conseils, nous donnent des réactions, et vraiment maintenant c'est un échange. Ah oui, là, vraiment unilatéral, enfin pas unilatéral. Bilatéral. Voilà, aujourd'hui on a un groupe Facebook dans lequel les auditeurs sont très très actifs. Ils partagent leurs propres achats, leurs propres consommations, leurs propres lectures, et avec nous ou entre eux. D'ailleurs, parce que c'est à la base c'est pour eux qu'on l'a fait. On y participe, mais c'est en tant que membre, pas en tant que chroniqueur. On va donner justement nos avis sur une dernière sortie, ce genre de choses. Et le groupe est très 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 dynamique, et oui. on est très fiers de ça. Et c'est le Bouya Comics Club, je sais pas si on a dit le nom sur Facebook. Non, c'est le Bouya Comics Club. Bouya, c'est je vais pas trop détailler, il faut nous écouter pour comprendre, mais c'est quelque chose qui est très commun à toutes nos parutions. Donc voilà, là on va passer, ça c'est pour nous présenter, on va passer aux comics proprement parler. Et on a assemblé les comics par thème plus ou moins, hein, c'est des thèmes assez larges. Là on va parler pour la suite, de personnages qui ont été réécrits, dans un nouveau cadre, c'est-à-dire que après quelques années, on a des personnages, surtout ceux qui sont historiquement anciens, qui vont avoir plusieurs réécritures, parce qu'ils peuvent pas avoir 30 ans pendant 75 ans. Du coup, il faut réinventer l'histoire, et c'est le cas de plusieurs personnages, dont celui de Swamp Thing. Oui. La créature du marais. Tout à fait. Et c'est toi, Ben, qui va nous en parler. Ouais. Je voulais juste préciser avant qu'en fait tout ce dont on va parler, c'est des titres qui sont présents à la médiathèque, qui sont empruntables, on peut dire empruntables. Du coup voilà, c'était ton idée, Eric, tu l'as pas dit, mais d'emprunter les trucs qui sont ici. Non, c'était pas ton idée. Non, c'est pas mon idée, mais on va dire que c'est la mienne, voilà, pour voilà, c'est mon idée. Et du coup, si ce qu'on dit vous intéresse et que ça vous tente, vous pouvez l'emprunter ici, et je trouve que c'est plutôt pratique. Oui. Donc c'est oui. ça que ça sert. Donc Swamp Thing, c'est la créature du marais. En fait, tu fais bien de donner cette référence, parce que si j'explique un peu pourquoi moi c'est quelque chose qui m'a séduit et que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'à la base je suis fan de monstres de tout genre, les créatures, les loups-garous, les vampires, les créatures du marais, les démons, etc. Et donc c'est tout naturellement que je me suis tourné vers Swamp Thing. Alors je saurais pas te dire exactement quand, mais c'était il y a peut-être une dizaine d'années. Et c'est un personnage qui a été créé donc dans les années 70, qui évidemment tire son inspiration de la créature du marais, qui est très connue dans la pop culture. L'origin story, c'est vraiment très simple. C'est un savant fou qui bosse sur une formule. Il est dans le bayou en Louisiane, donc autour des marais. Il crée une formule, ça se passe mal, son laboratoire explose, il tombe dans le marais avec sa formule, et en ressort une créature monstrueuse, faite de végétaux, de branches, de gadou et tout ce que tu veux. Quasiment, elle est humanoïde, mais elle est monstrueuse, quoi. Donc ça c'est l'origine du personnage. Ça c'est un truc qu'on voyait souvent dans ces années-là, de gens d'une expérience ratée. Bien sûr. D'une personne qui a un peu trop confiance en elle et qui rate. Bah ça va de pair, enfin à cette époque-là, Flash, les années 70 Hulk, c'était déjà plus tard, mais ça va de pair avec juste l'avancée de la science, ouais. Et voilà. Et donc ce personnage en fait donc a été créé, je l'ai dit, dans les années 70, mais ce qui est important de noter et ce qui va amener au titre dont je vais vous parler, c'est quand à la fin des années 80, le grand Alan Moore, dont on parlera un peu plus tard pour un autre titre, s'approprie le personnage et va en réécrire les origines
un petit peu, enfin c'est-à-dire il va pas complètement repartir de zéro, mais il va un peu faire à sa sauce et réécrire les origines. C'est toujours ça se passe toujours en Louisiane parce que le bayou est très important dans son histoire, mais au lieu que ce soit juste un humain qui crée, enfin avec une expérience qui tourne mal et qui devient un monstre, ce qui ressort du marais pour Alan Moore, c'est une créature, donc je l'ai dit humanoïde, mais qui est vraiment 100% un monstre. Ouais. Mais pour essayer de faire simple et pas aller trop dans les détails compliqués, cette créature qui ressort donc du marais est vivante et pensante, etc. Et c'est approprié l'âme de Alec Holland, donc c'est la personne qui est tombée dans le marais. Et donc c'est un monstre qui pense être une personne et non un humain. C'est, voilà, ça peut, c'est, moi je trouve que c'est hyper philosophique et hyper poétique. Ouais. Et si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de plonger dans le comics d'Alan Moore qui s'appelle Saga of the Swamp Thing, mais c'est pas ce dont je vais vous parler, mais ça c'est un titre charnière. Et voilà, et donc ça montre toute la poésie d'Alan Moore et tout ce qu'il a voulu faire. Voilà, bon après je rentre pas dans le détail de ce comics, mais il est très important. Et celui dont moi je vais vous parler, c'est la série. Alors on va essayer de rester simple, mais c'est la 5e version de Swamp Thing, donc réécriture. D'accord. Voilà, une version, ça veut pas forcément dire que le personnage a été réinventé, mais c'est juste une nouvelle série datée. Des fois il y a eu des pauses entre les séries parce que ça se vendait pas bien, etc. C'est un peu comme si on disait une saison. Une saison, voilà. Sauf que c'est pas forcément longtemps, mais voilà, c'est pas forcément collé une saison à l'autre, mais voilà. D'accord. Donc la 5e version, donc qui sort en 2001 chez DC Comics et chez Urban Comics ici en France, donc qui s'appelle tout bêtement Swamp Thing, qui est estampillé sur la version originale New 52, dont peut-être qui vous dit quelque chose, mais en France c'est Swamp Thing chez Urban Comics. Et donc on repart avec cette créature donc monstrueuse qui est à l'origine aussi un scientifique, etc. Mais là où ça va être intéressant, c'est que ce que Alan Moore avait mis en place, c'était de dire que Swamp Thing était beaucoup plus qu'une créature et qu'il y avait autre chose autour, qu'il y avait un monde autour de lui qui était peut-être indescriptible, mais évidemment la créature du marais c'est censé représenter un peu Swamp Thing en tout cas représenter la nature et toute la puissance de la nature, parce que c'est pas un super héros, mais tout ce qu'il peut avoir comme pouvoir ça lui vient, c'est mère nature en fait. Là-bas, ouais. Voilà, exactement. Et donc ce Swamp Thing là on va découvrir qu'en fait c'est un avatar pour une force qui s'appelle le ver, je pense qu'ils ont traduit ça comme ça en français, qui est en fait toute la force de la nature. La sève peut-être, The Green en anglais. Et on va apprendre ensuite dans un éventail qu'il y a The Red qui sont les animaux avec Animal Man et d'autres factions. Et voilà, et ce que je trouve intéressant dans ce comics, à part évidemment toute l'histoire qui en découle, c'est voilà de se dire c'est pas juste un personnage et plein d'autres personnages autour, c'est toute une hiérarchie, toute une mythologie qu'il y a autour. Et donc je vous conseille vraiment ce titre. Je vais pas trop en dire parce que je pourrais en parler des heures, mais voilà, c'est juste que ça va plus loin que juste un monstre. C'est très poétique. Il y a une histoire d'amour maudite parce que dans les différents avatars des différents trucs, il va y avoir aussi une femme dont il va être amoureux, mais c'est un amour impossible parce que c'est pas possible. Voilà. C'est pas que ça, mais bon bref. Voilà, donc c'est très poétique. C'est pas forcément manichéen. Il y a de l'action. C'est onirique. Voilà, je vous conseille Swamp Thing V5 chez Urban Comics. C'est parfait. Parfait. On va donner la parole à Zev, on va parler d'un autre personnage de la même maison. Il s'agit de Batman. Alors Batman, c'est particulièrement des personnages qui sont très anciens. Il doit arriver à 80 ans de création bientôt. Et surtout, il a fallu le régénérer un nombre incommensurable de fois. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, il faut qu'il vieillisse, il faut faire bouger les choses. Et Batman, c'est avec Superman et les autres, fait partie de ces personnages justement qui ont besoin d'être secoués de temps en temps. Batman, je connais pas. Batman, l'homme chauve-souris, le justicier masqué de Gotham, c'est dans l'Illinois. Non, et Chicago, Illinois. C'est toi, Zev, qui va nous parler d'un passage d'un arc narratif autour de Batman, pardon. Ouais. Par Zack Snyder. Absolument, et Capullo donc qui a fait aussi Spawn par ailleurs, qui a dessiné beaucoup de Spawn. En fait, je reviens juste sur le côté réécriture, parce que c'est pas vraiment une réécriture de Batman pour la cour des hiboux en français. C'est plus un nouvel arc en fait, un espèce qu'on appelle un reboot, oui. Parle plus, d'accord. Et donc du coup, en fait, ça vient se placer dans le relaunch de DC qui s'appelle en fait New 52, donc les nouveaux 52, c'est-à-dire les nouveaux 52 épisodes, les nouvelles 52 séries qu'ils ont lancées en 2010, si j'ai pas de conneries. Mais qu'est-ce qu'un relaunch Qu'est-ce qu'un relaunch? Un relaunch, c'est quand c'est un relancement. En fait, c'est quand la maison d'édition Marvel ou DC sont partis très loin dans leurs aventures diverses et variées sur tous leurs personnages et se disent ce serait bien de revenir à un truc de base, de relancer un peu les séries, des séries qui sont
pas mortes mais qui sont mal vendues, essayer de refaire en fait un univers un peu plus à plat, on va dire, et du coup repartir avec des numérotations à 1 par exemple. Ce qui permet à de nouveaux lecteurs de commencer. Voilà, c'est parfois une illusion. C'est une fausse un faux exemple, on va dire, mais c'est l'idée de se dire voilà, on reprend un univers, on remet tout à plat et on refait partir des héros pas à partir de rien, pas en oubliant leur histoire, et pour ça que la réécriture, je suis pas complètement d'accord avec ça, mais voilà, on reprend une base et on reprend une orientation et on ouvre des arcs de plusieurs personnages qui vont parfois s'entrecroiser. Et donc Snyder reprend Batman avec Capullo et on est après Final Crisis. On est au moment où Bruce Wayne, après la mort de Bruce Wayne, il a voyagé dans le temps et il revient en fait à Gotham. C'est un peu compliqué quand je dis ça comme ça. Tout simplement. Oui, c'est simple, c'est simple. Les comics. En fait, pourquoi cet arc? Pourquoi j'ai adoré cet arc? C'est un truc qui m'a fait vibrer vraiment tout le run de Snyder. C'est pas que cet arc, la cour des hiboux, c'est tout ce qu'il a fait derrière. C'est vraiment tout le run qu'il a pris. Il a réinventé un personnage. Il a introduit dans le Batman-verse des concepts qui étaient complètement nouveaux et qu'il a créé en claquant des doigts et qui s'intègrent complètement à ce personnage. Et ça, c'est la cour des hiboux. En fait, il part du principe que il y a une société secrète qui était dans Gotham. Alors, ça fait beaucoup de sociétés secrètes dans Gotham, mais bon, qui existe depuis la nuit des temps quasi, et qui sont là pour régner sur Gotham et sur quasi le monde entier même, un peu en secret. Ils prennent les grandes décisions pour les gens. Ils ont un super héros aussi qui s'appelle Ergo en français, je crois. Ouais, Talon en anglais, je crois que c'est en français, c'est Ergo, qui est en fait qui se dit même être le frère caché de Bruce Wayne. Ouais, donc ça va loin. C'est vraiment intense. Et donc voilà, en fait, il se réapproprie tout le personnage, il en fait quelque chose de nouveau. Faut savoir qu'après Final Crisis, il y a eu ce retour de Bruce Wayne qui était un peu mélodramatique, un peu tout pourrave. Et finalement voilà, il remet tout à plat, il refait partir la Bat Family avec les Red Robin, Batwoman et tout le reste. Et enfin c'est pas Snyder qui a écrit, ça s'intègre complètement dans ce nouvel univers. Et c'est un truc qui est complètement fantastique. Donc c'est paru donc chez DC Comics en anglais, Urban Comics en français. Et voilà, en fait ça lance, c'est vraiment un des arcs principaux de New 52, de ce relaunch de DC, qui est complètement fantastique. Et pardon, je voulais juste dire que même 6-7 ans après, dans les publications de maintenant des séries Batman, on en entend encore parler. En fait, ouais, ça a encore des ramifications dans les arcs narratifs. En fait, c'est complètement canon dans l'idée. En fait, c'est que tout ce qu'il a posé en termes de mythologie du Batman-verse, c'est la cour des hiboux et tout ce qui viendra après. On en parle encore dans les nouveaux arcs de métal, par exemple. C'est posé, c'est existant. La cour des hiboux existe encore aujourd'hui. Elle a eu sa série à part. Ergo a eu sa série à part qui a pas du tout fonctionné parce que c'est de la merde. Mais ça c'est pour faire chier Nekoto. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir avec cette phrase, mais du coup c'est bien. Du coup c'est bien. Voilà, il faut lire si vous savez pas où commencer d'ici, c'est un des exemples. Vous pouvez reprendre donc 3 à 4 ans en arrière, reprendre le premier numéro de New 52 de Batman et commencer là-dessus, parce que même si vous avez pas le passif, même s'il y a des trucs que vous allez forcément pas comprendre, pourquoi Bruce Wayne est revenu, comment il est mort et ce genre de choses, c'est pas grave. L'arc est assez intéressant et assez cool pour pouvoir commencer comme ça et s'enfiler Batman au fur et à mesure. Un bon point d'entrée. Et en parlant de ça, on a un autre titre avec Batman. Il s'agit de Batman année 1, Year One en anglais, qui revisite également les origines du personnage. Et on va donner la parole à Sophie, qui va intervenir avec nous. Alors Sophie, une mini présentation d'abord. Qui tu es dans la médiathèque? Alors déjà bonjour à tous et bonjour bonjour Comics Outcast. Donc déjà, enfin je vous remercie d'être venu jusqu'à chez nous pour enregistrer. On est super fiers, super contents de vous avoir. Avec plaisir. Nous aussi. Et voilà, donc c'était le petit point d'entrée. Donc moi je suis Sophie, donc je suis responsable de la médiathèque ici à Visage du Monde, donc à Cergy, et je m'occupe de tout ce qui est numérique dans cette médiathèque et dans les autres de Cergy. Et ici à Visage du Monde, on est un petit peu spécialisé sur tout ce qui est comics, romans graphiques, BD, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui, parce qu'on fait une journée spéciale comics. Donc là, en ce moment, on a des enfants qui s'amusent à créer leurs costumes de super-héros. Donc voilà, vous pourrez c'est que pour les enfants? Non, c'est pour les adultes aussi. Tu peux y aller si tu veux.
Donc voilà. Et moi, en fait, les comics, moi, je les suis depuis un petit moment. Maintenant, comme tout le monde, j'ai regardé Batman quand j'étais petite. J'étais une énorme fan. Je me faisais des costumes et tout ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de faire une mini chronique. Alors forcément, ça sera moins spécialisé que vous, mais bon, bref, on va essayer quand même. Mais non, le podcast, voilà. c'est pour tout le monde, justement, avec tous les niveaux d'habitude, entre guillemets. Voilà. En fait, moi, c'est vrai qu'en bibliothèque, on a souvent l'habitude de conseiller des livres. Ouais. Donc, c'est une partie du boulot qu'on aime beaucoup, parce que ça nous oblige des fois à présenter des choses qu'on connaît pas, vraiment. Là, c'est vrai que Batman, moi, c'est un peu mon petit chouchou. Et du coup, donc, Batman année 1, en fait, finalement, c'est, même si ça s'appelle Batman, moi j'ai le sentiment sur celui-là que c'est pas forcément Batman qui est le héros principal, puisqu'en fait on va nous parler de comment Batman est devenu le Batman, comment il a perdu ses parents. Donc je spoil pas trop parce que peut-être que des gens ne savent pas comment voilà l'enfance de Batman, mais en fait on prend le comics donc avec James Gordon. Oui. Pardon. Petite mousse, la bonnette. Petite interrogation technique de la part de Kétrus. Merci Kétrus, c'était parfait. Parfait. Donc oui, du coup, on suit en fait le débarquement de James Gordon, donc qui n'est pas encore commissaire, qui est tout juste lieutenant. Il arrive à Gotham et voilà, il découvre un petit peu la ville et moi c'est ce que j'aime en fait dans ce tome-là, c'est que Batman est un peu au second plan. Donc même si j'ai dit que Batman était mon chouchou, là c'est pas trop lui, mais en fait ce que j'aime bien, même si les dessins sont pas forcément mes préférés, les dessins de Miller et Mazzucchelli, moi je suis pas forcément fan, mais j'aime le portrait en fait qui est fait de Gotham. On a vraiment l'impression c'est pas même une impression, c'est on rentre dans Gotham, c'est sombre, c'est froid, c'est glauque. On pourrait avoir des livres avec les odeurs, je pense qu'on aurait quelques odeurs un petit peu désagréables, voilà, un petit peu d'égout et voilà, c'est pas très accueillant, mais Gordon il est là, Batman aussi, et ils vont commencer à travailler ensemble. Et au final, pour les habitués des comics, je pense qu'il y a rien de nouveau au niveau de Batman là-dedans. On voit plutôt la personnalité de Gordon, ses défauts aussi, puisque finalement Gordon il est pas tout blanc, au contraire, il a quelques failles, et c'est tant mieux de voir ces failles là. On voit aussi les failles de Batman, on voit qu'il fait des erreurs, et c'est ce que j'aime bien, mais d'ailleurs dans tous les univers de super-héros, c'est quand on voit qu'ils sont finalement pas si super-héros que ça et qui peuvent avoir des défauts, ils peuvent se planter, et au final je vais pas dire qu'on va s'identifier à eux, mais on se dit tiens, eux aussi ils se plantent, et c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est vraiment ça les humanise un petit peu. Ça les humanise exactement, et du coup ce tome là pour moi ça construit un peu le héros Batman, son duo avec Gordon, et c'est pour ça que j'ai voulu le présenter. Donc il est aussi dispo à la médiathèque, et donc voilà. Et c'est un seul tome ou c'est alors là oui, là c'est le tome, ça a été publié en 5 c'est ça. 5 mais là trucs. c'est relié. Voilà, et là c'est l'intégrale. Que vous pouvez trouver ici, et donc voilà. Et je crois que j'ai fini. Très bien. Si je me trompe pas, il me semble que de grands éléments de cette histoire ont été pris pour la série télé Gotham. Oui, donc exactement. Évidemment, Bruce Wayne n'est pas aussi grand, mais non, voilà, c'est vrai qu'il y a des éléments à la fois pour la série Gotham, mais aussi pour les films de Nolan. Il y a quelques scènes emblématiques de ce comics qu'on va retrouver dans les films, et voilà, on a aussi quelques personnages qu'on a vus dans l'univers Batman. Il y a Selina Kyle qui commence, donc on voit plein de chats. Donc voilà, vous saurez que les bibliothécaires aiment beaucoup les chats. Donc moi en tant que bibliothécaire, ce tome-là c'est parfait. Plein de chats tout le temps, mais voilà, donc c'est un de mes coups de cœur. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous. Elle a mieux fait que nous au début, hein. Carrément en fait. Si j'ai pas envie de m'infliger à chaque fois de me réécouter les premiers épisodes qui sont atroces. Oui. Mais si vous, nouveaux auditeurs ou personnes qui êtes là dans la bibliothèque, avez envie de vous infliger ça, avec plaisir. Écoutez les derniers, pas les premiers. Moi je me réécouterai pas. Non, attends, moi non plus je me réécouterai pas. Merci beaucoup Sylvie, Sophie. Oh là là. Merci Sylvie, bien sûr. Dès qu'il y a un nouveau chroniqueur. Merci d'Eric. Dès qu'il y a un nouveau chroniqueur, c'est très bien que je peux pas me rappeler de son prénom. Excuse-moi Sophie. Non, y a pas de souci. Excuse-moi Géraldine. On va parler maintenant de comics qu'on peut associer ensemble à cause de leur nature. Grâce plutôt. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Fait pas Ultimate Spider-Man? Non. Non, pas non. Alors, est-ce que je peux dire un c'est truc pas une sur réécriture conclure Ultimate Spider-Man? cette partie?
En fait, t'étais en train de monter le truc. En fait, on a changé l'ordre des. Alors est-ce que je peux apporter ma petite pièce? Oui, vas-y. Parce que là, du coup, on parlait des réécritures de héros, et moi, ce que je vois dedans, c'est qu'il y a plusieurs raisons en fait. Il y a déjà le fait que dans les grandes maisons comme Marvel et DC et des personnages comme Batman qui sont très vieux, on a beaucoup de choses qui sont pas forcément de très bonne qualité et qui apportent un peu rien à la mythologie du personnage. Ça, c'est sûr. Et on voit que certains auteurs amènent justement leur pierre à l'édifice et créent entre guillemets l'identité d'un personnage. Ouais. Je pense du coup à Swamp Thing avec Alan Moore, mais avec Daredevil et Elektra avec Frank Miller, ou encore Batman Year One, ou plus récemment, et quelque chose qui peut parler un peu plus à tout le monde, les Gardiens de la Galaxie. D'accord. Et mais du coup, je allais faire une transition sur mon comic, c'est un peu tombé à l'eau. Et après, Gardien Marvel. Non. Et après, en fait, il y a aussi des réécritures dues au fait que il y a trop d'histoires, trop d'historiques sur un personnage, et que comme dans le cas de New 52, on va recréer un univers, faire un relaunch comme a dit Zef, et pour pouvoir permettre aux jeunes lecteurs et aux gens qui n'ont pas envie de se taper 40 ans d'histoire d'un même personnage ou d'un univers, reprendre l'écriture d'un univers ou d'un super-héros en particulier. Quand il y a un film qui sort aussi, c'est une des raisons. Ouais, exactement. Ça, c'est aussi une raison effectivement financière parfois. Là, on va parler donc des droits d'auteur ou plutôt des personnages qui ont un statut spécial parce qu'ils ont été créés par des auteurs, mais qu'aujourd'hui les droits reviennent uniquement à eux et pas à leur maison d'édition. Ce qui est le cas surtout pour des maisons comme Marvel et DC, qui en fait possèdent 100% ou c'est un peu moins que ça des droits de vente et autour des personnages et des produits dérivés. Là, c'est pas le cas pour ces personnages-là parce que ils ont été publiés ailleurs, tout simplement. Et on va parler, que Truc, tu vas garder la parole. On va parler de The Goon, un comics de Eric Powell. Voilà, c'est je sais parce que c'est le même prénom que moi, mais après le nom. Exactement. Alors le Goon, c'est un héros qui a été créé de toutes pièces au scénario et au dessin par Eric Powell à la fin des années 90, donc en 99. Il l'a d'abord auto-publié chez sa propre maison d'édition qui existe encore, qui s'appelle Albatros Funny Books. Puis ça a été repris par Dark Horse en 2003 et en français chez Delcourt en 2005. Alors en fait, Goon, c'est une espèce de brute épaisse au bon cœur, introverti, très mélancolique. Il a le visage complètement griffé, scarifié par des choses du coup qu'on va effectivement apprendre dans la série. Et c'est un peu le méchant au bon cœur, quoi. C'est-à-dire qu'il trafique, il peut faire homme de main, tu vois, videur, ce genre de choses. Petit criminel. Gentilvorien. C'est un gentilvorien, exactement. Un renard, chenapan. Qui est coincé dans une ville qui n'a pas de nom, d'ailleurs, et cette ville est entre la mer et une forêt hantée. Donc, je ne me rappelle plus le nom, mais qui est très drôle. Et dans cette ville, il y a une espèce de gang de zombies dirigé d'une main ferme par un prêtre zombie. Et voilà. The Goon et son pote psychopathe Frankie, le petit, font un peu la loi dans cette ville. Alors, c'est une BD qui est très pulp, un peu, tu vois, pulp horror comics, pas gore du tout. C'est-à-dire qu'on a un peu la même ambiance que les Contes de la Crypte. Ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on avait aussi présenté Ah oui, les trucs de Corben. De Corben, ouais, c'est ça. Bon, des fois c'est un peu gore Corben ou. En fait, c'est très bien décrit, c'est ça. C'est ça. Dans The Goon, t'as cette ambiance-là, mais sans le gore. C'est Tale from Graveyard. Voilà, c'est ça. T'as une espèce de violence, mais qui est pas une violence gore, et en fait tout est désamorcé par le comics. Donc voilà, au début t'as une BD plutôt rigolote et plutôt, on va dire, divertissante et défoulatoire. Mais pourquoi j'ai choisi le tome 6 de The Goon, donc qui s'appelle Chinatown? Parce qu'en fait, justement, au fur et à mesure des tomes, et jusqu'au tome 6 où il y a vraiment une direction? Non, un switch. Un changement. Un changement un peu vraiment un vrai changement qui est aussi graphique mais aussi dans le ton du récit. Ouais. Et en fait, c'est là où on va commencer à creuser le personnage, à aller beaucoup plus loin, à comprendre pourquoi il a des cicatrices, pourquoi est-ce qu'il est mélancolique, pourquoi il en veut à un certain Abradio, etc., etc. Et c'est là où tu vois que d'un récit qui était à la base très comique, très pulp, très divertissant, tu vas arriver à une histoire qui est hyper triste, hyper profonde, et qui va faire d'un personnage quelque chose de complet et pas juste
juste une brute épaisse, et voilà. Et ça, je trouve que c'est génial. J'ai apporté la librairie édition, s'il y en a qui veulent voir l'artiste édition. C'est un trop gros format. C'est un très grand format où en fait c'est criminel tellement c'est beau. Ouais. Alors l'artiste édition, il faut savoir ce que c'est. C'est les scans en HD des planches originales de l'artiste. D'accord. Donc avant qu'elles soient retravaillées, imprimées, etc. En format, ça doit être du A. C'est A3, ça. C'est A3 ou même A2. Ouais, peut-être au-dessus. Et du coup, non, c'est intéressant parce que effectivement, j'allais dire, c'est très insultant ce que je veux dire. Je veux dire, créer un personnage c'est facile, mais de le faire vivre c'est autre chose. T'as vu ça? Non, mais là, du coup, en plus, enfin, Eric Powell, c'est pas un artiste qui travaille très très vite. C'est une personne, qui se concentre beaucoup sur chacune de ses pages, chacune de ses cases. Et c'est vrai que, enfin, je reviens à ce que tu dis. Le personnage était un peu une coquille vide au début, mais il a réussi justement à le rendre. Et je sais pas jusqu'à quel point il avait prévu ça en fait. Si tu veux, ou si c'est ça se peut c'est prévu depuis le début quoi. Ça lui a entre guillemets pas échappé parce que c'est lui qui le fait, mais bon, les méandres de la création, on sait jamais comment ça va évoluer. Mais est-ce qu'il avait prévu depuis le début que les cicatrices qu'il a sur le visage sont la cause qui est justement expliquée? Je vous spoile pas la raison. Ou est-ce que il avait pas du tout prévu ça? Est-ce que ça lui arrivait comme ça? Parce qu'au début, on avait quand même des bastons avec des gorilles zombies nazis ou là, c'est l'imagination débordante de l'auteur. Ouais. Complètement, tu vois, hyper pulp, hyper drôle, un poulet mécanique qui fait des combats de catch, des trucs comme ça, et super drôle, et arriver à quelque chose de hyper profond, hyper sensible et très intelligent, surtout que ce soit dans la façon de dessiner, de découper l'histoire, mais aussi dans le récit et les dialogues. Donc un personnage intéressant, assez peu connu, j'ai l'impression, du grand public, mais qui... À tort. Oui, à tort, justement, mais c'est le genre de personnage qui mérite qu'on les mette en avant, et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi. C'est le cousin d'Hellboy, en fait. D'accord. Magnifique transition. Et juste sur The Goon, il y a un film qui est prévu, donc je pense que la notoriété va arriver au niveau mondial. Sans vouloir m'éterniser là-dessus, je suis quasiment sûr que tous les studios aujourd'hui de cinéma sont en train d'aller chercher sans minimiser l'importance des comics, les choses les plus obscures pour les mettre en avant et se faire un fric monstre dessus. Derrière. Pour reparler du sujet dans lequel on est, le fait d'avoir les droits de son personnage, je pense que c'est peut-être pas forcément plus facile, mais plus rapide de négocier avec quelqu'un qui a les droits de son personnage plutôt qu'une grosse maison comme Marvel ou DC où il y a des ramifications infinies, quoi. Et ça tombe bien parce qu'on parle de Hellboy. Voilà, le cousin de Goon, pas dans la vraie vie, enfin, c'est juste cousin de cœur, d'ailleurs. Dans l'âme, tu m'avais dit qu'il y avait un crossover. Dans le tome 3, il y a un crossover. Hellboy qui donc évidemment est le meilleur comics du monde entier. Non, en fait, en gros, Hellboy, moi, c'est vraiment si je devais emmener un comics sur une île déserte. On t'a pas demandé, mais je réponds quand même. Ça serait ce Hellboy. Je sais pas lequel, mais en tout cas, moi, je vais vous parler des deux premières histoires de Hellboy. Je pense qu'on peut dire histoire plus que chapitre ou volume ou tome ou ce que vous voulez, parce que je les considère vraiment comme des histoires. Hellboy, c'est un personnage qui a été créé en 93 par Mike Mignola, ce génie. Retenez ce nom. Enfin, il y a eu des films, donc j'imagine qu'il est connu par un peu tout le monde. Et donc il crée ce personnage un petit peu, enfin en tout cas le design du personnage est fait un peu pour rigoler lors d'une convention, il le dessine un peu sur une feuille, bon il ressemblera pas trop à ça par la suite, mais en gros c'est né comme ça. Il a griffonné des pages pour un comics qui était distribué dans une convention à l'époque, et au final c'est devenu le truc que c'est maintenant. Hellboy, pour faire simple, c'est une icône, exactement, pour faire simple, et c'est ce qui est raconté dans les Germes de la Destruction, le tout premier tome qui est disponible ici à la médiathèque. C'est les nazis, donc ça se passe pendant la Seconde Guerre. Encore les nazis. Ça se passe pendant la Seconde Guerre. Les nazis essayent d'aller du côté de l'occulte pour aller chercher des forces pour gagner la guerre, et via Rasputin, normal, qui peut être considéré comme un sorcier, pour vraiment vulgariser le truc, qui est mort 25 fois mais qui est quand même toujours là. C'est ça. Invoque un démon dans un genre de rituel par une nuit pluvieuse, voilà. Et il essaie d'invoquer un démon suprême, mais va arriver une petite créature simiesque rouge avec un énorme bras, qui va être recueilli par les Alliés et non par les nazis, et qui va donc grandir de façon plutôt positive, humanisée. Ouais, et qui va devenir le plus grand détective de l'occulte de tous les temps. Ça dépend dans quel univers on se place, mais dans le mien, c'est ça.
Et voilà, on va suivre les aventures de Hellboy, qui va être un agent du BPRD, qui est une agence gouvernementale du paranormal, qui gère le paranormal. Et puis il va ensuite s'en aller pour partir un peu à l'aventure tout seul. Il va y avoir, en termes d'éditorial, il va y avoir des séries dérivées, dont BPRD, avec différents personnages, etc. Pourquoi j'aime Hellboy? Déjà, la première rencontre que j'ai eu avec Hellboy, c'est les dessins de Mike Mignola, puisque il fait les dessins à la base. Maintenant, il écrit plus forcément toutes les histoires et ne dessine plus non plus toutes les histoires, mais en tout cas, c'est lui qui a créé et dessiné et écrit au départ. C'est que pour moi, Mignola, c'est alors son style de dessin peut s'apparenter à l'impressionnisme allemand un petit peu, des trucs très cubiques, très qui jouent très sur la lumière et l'ombre. Il creuse vraiment, enfin je le dis souvent, mais pour moi il peint avec la lumière quoi. Il gère vraiment avec des gros aplats noirs, il fait des zones d'ombre, enfin des ombres très franches. Il y a très peu de dégradés, quasiment pas, c'est que des aplats de couleurs. Et je trouve ça donc déjà très poétique et très beau. Et ça va de pair avec ces histoires qui en fait pour moi Mignola c'est un conteur et quasiment un poète. Il s'inspire du folklore du monde entier, de différentes cultures, et il fait ses histoires autour pour créer. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'histoire et non de tomes ou quoi. C'est que pour moi c'est des contes en fait. C'est ça. Bon évidemment qui sont recueillis en général sur un seul chapitre, mais voilà, c'est des histoires surnaturelles, oniriques, touchantes, philosophiques, etc. Et juste pour reparler du fait d'avoir que son personnage lui appartient, tous les droits éditoriaux, etc. Ça lui permet des libertés qu'on pourrait pas forcément se permettre rapidement. Tout à l'heure, Ketrus parlait du fait de réinventer un personnage au bout de plusieurs années dans les grosses maisons parce qu'il le faut, il faut du sang neuf, etc. Lui, dès le départ, et comme The Goon d'ailleurs, il peut faire exactement ce qu'il veut dès le départ. Bon, évidemment, il s'entoure, il y a des collaborateurs, mais voilà, il sait où va son personnage, ou alors il sait pas, mais il va modifier. Et je trouve que ça a une certaine saveur. Et que c'est c'est ce que je disais dans mon intro, je vais vers des éditions un peu différentes et des univers différents. Je trouve que ça a une saveur vraiment unique, et que quand j'ouvre un Hellboy, je sais vraiment pas ce qui va se passer, et je me dis pas ok, c'est ce genre de héros donc il va se passer ça. Je suis complètement en terrain inconnu et ça me plaît. Je vais juste ajouter une chose, tu parlais d'histoire autour d'Hellboy. Donc on va dire une série principale où Hellboy est le héros, mais il y a tout un univers justement en fait c'est autour des histoires qui découlent de l'existence d'Hellboy. On peut pas vraiment parler d'un arc général et des petits trucs. C'est un personnage. Hellboy, c'est un personnage. Il lui arrive des aventures parce qu'il a des enquêtes et genre il y a un fantôme là-bas, allez-y, ok, j'y vais. Et effectivement, comme je disais, il rencontre des personnages, notamment au BPRD, comme Eb Sapien ou Johan Cross, etc., qui eux vont avoir leur série propre, qui est le BPRD. Après, il y a d'autres dérivés des mêmes séries, etc. Mais donc voilà, c'est un univers étendu qui maintenant peut s'appeler le Mignolaverse ou le Hellboyverse que vous voulez. Et il y a d'autres séries qui se passent dans le même univers et c'est complètement étendu. Là, ça fait 20 ans et 25 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. Que truc, c'est une remarque? Oui, parce qu'en fait, on parle de ça et t'as dit créateur own. Je disais les droits lui appartiennent, mais c'est vrai que je sais pas, il y a pas de traduction française. Et en fait, on fait le distinguo beaucoup dans les comics parce que contrairement à ce qu'à la BD qu'on peut avoir à la BD européenne, à part quelques exceptions, c'est-à-dire que l'auteur lui arrive avec son univers, avec son héros et essaie de se faire éditer quelque part, alors que ce qu'on peut avoir sur les grosses maisons d'édition comme Marvel ou DC, tous les héros sont copyrightés et appartiennent à Marvel ou à DC, et en fait, on va faire venir des auteurs et des illustrateurs, des encreurs, ce genre de choses pour pouvoir travailler sur un univers qui est déjà existant. Et en fait, pourquoi on parle de The Goon ou de Hellboy? Parce que justement, ces gens-là sont arrivés déjà avec leur propre projet, avec quasiment de l'auto-édition au début, en tout cas pour Eric Powell, c'est le cas. Eric Powell, oui. Mignola, non, mais dans les deux cas, ils ont atterri chez Dark Horse, et c'est ce que je voulais dire, Dark Horse aux États-Unis et Delcourt chez nous. Ouais. Et du coup, ils ont un peu une démarche comme on peut avoir justement en Europe et dans la BD franco-belge. Et c'est pour ça qu'en fait, la plupart du temps, quand ils arrivent à faire quelque chose de singulier et d'original et de nouveau, et en fait ils ressortent vraiment du lot parce que ils sortent un peu de tout ce canon qui peut y avoir, les comics canon qui peut y avoir des grosses maisons d'édition Marvel et DC. Je te redonne la parole tout de suite. On va parler d'un auteur qui fonctionne dans ce cadre-là. On en a parlé avant, c'est Alan Moore, et il a créé une bande dessinée, un comics qui s'appelle From Hell. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce comics? À quel point tu l'apprécies? Alors, quand on m'a demandé de regarder dans la liste des comics qu'il y avait à la médiathèque, j'ai tout de suite voulu prendre From Hell parce qu'en fait, comme je le disais au début, c'est le comics quand je raconte pas raconter ma vie, mais quand j'étais à La Réunion, j'étais chez un colocataire et en fait, il avait une grande bibliothèque et dedans, il y avait un peu tous les grands classiques que maintenant je considère comme classiques mais que je connaissais pas à l'époque, dont From Hell. Et en fait, From Hell, c'est l'histoire entre guillemets, c'est l'histoire
de Jack l'Éventreur, raconté par Alan Moore, et c'est un récit complètement hallucinant. C'est-à-dire que c'est vraiment un récit hyper adulte. Moi, c'était la première fois que je lisais en fait un comics aussi adulte. Ouais. J'étais beaucoup dans la BD franco-belge, et en fait, après j'ai enchaîné sur V pour Vendetta, sur Watchmen, sur la Ligue des Gentlemen Que Extraordinaires. des trucs super pointus, enfin pas pointus, mais Oui, parce que- riches. Ouais. C'est ça? C'est ça, riche, parce qu'en plus, Alan Moore, c'est un peu un alien, c'est un peu un anarcho-punk dandy de la littérature contemporaine. Magnifique. Il est encore vivant, hein. Il a sorti son dernier livre qui s'appelle Jérusalem, là, qui est pas d'ailleurs un comics. Et voilà, et tout ça pour dire que en fait, ça m'a ouvert les yeux sur le monde du comics. Je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, c'est pas juste les super-héros, c'est pas juste, voilà, les X-Men, les Avengers et compagnie, mais le comics peut nous livrer des récits profonds, des récits longs, c'est-à-dire c'est quand même 512 pages en noir et blanc, que en noir et blanc, From Hell, et qui est captivant. Moi, je l'ai dévoré, je crois, en 2-3 jours, même pas, tellement c'était bien écrit et que c'était engageant, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. D'accord. J'avais fait une petite erreur sur mon conducteur. C'est au tour de Zev de parler C'est pas obligé de le dire. Hein. d'un veut te foutre la non, honte. mais conditions du direct, tout ça. D'un Créateur owned. un autre titre dont l'auteur a tous les droits. C'est long, hein. Ouais. Il s'agit de Kick-Ass. Enfin, je pense que le grand public l'a vu au cinéma à deux reprises. 2 reprises avec 2 films. Ouais. Voilà, pas forcément la deuxième, mais bon, la première en tout cas. Et tu vas nous en parler. J'ai pas compris, mais ok. Le deuxième était nul. Voilà. Le premier, ouais, d'accord. En fait, Kick-Ass, C'est ce que je voulais je vais dire. parler de Mark Millar avant de parler de Kick-Ass. Mark Millar, c'est un auteur anglais qui est absolument fantastique, quoi qu'on en pense. Si je veux être embêtant, je veux dire écossais parce que je suis pas sûr qu'il Ouais, apprécie bon, qu'on d'accord. dise ça. ok. Écossais, il vient de la Grande-Bretagne. Et donc voilà, en fait, il a créé ce qu'on appelle son Millar World. En fait, c'est ce monde où il a créé tous ces personnages qui lui appartiennent. Il a entre autres Kick-Ass. Il y a aussi Nemesis, il y a aussi Empress dernièrement qui est sorti il y a pas longtemps. Et donc Kick-Ass, il est parti. Alors Millar, c'est un auteur qui aime bien prendre un peu les choses à l'envers et mettre un peu les choses dans la gueule de ses lecteurs. C'est-à-dire qu'il va partir d'un principe un peu vraiment à l'opposé de ce que peut être un personnage. Quand il a écrit Red Son par exemple, il s'est dit ok, je prends Superman Red Son, ouais. Superman Red Son, il s'est dit je prends un personnage et je le mets dans un univers complètement alternatif et je vois ce que ça donne. C'est un twist intéressant dans cette histoire. Tu peux juste dire ce que c'est que Red Son. Alors Red Son, c'est un TPB, enfin une histoire où Millar prend donc Superman et il se dit qu'est-ce qui se serait passé si Superman, lorsqu'il a atterri sur Terre, il serait pas atterri aux États-Unis, dans le Kansas, mais en URSS. Voilà. À l'époque URSS. Et il part de là, de ce principe, et il crée son personnage, et il le développe là-dedans, ce qui retourne complètement le monde, Ouais. et crée une histoire qui est complètement folle. Hein. Red Son, c'est absolument à connaître. C'est vraiment, enfin, on devrait donner ça à l'école. C'est ce qu'on appelle un what if. Un what if, ouais, c'est pas vraiment un what if, mais c'est pas dans la c'est série. c'est C'est pas un dans, what if. non, parce qu'il y a une série what if qui existe, mais Alors, mais c'est qui est pas qu'est-ce qui dans se What If, passerait What si If. Voilà. Et donc voilà, donc il prend des séries comme ça. Nemesis, par exemple, j'en parlais, c'est aussi un peu l'idée de qu'est-ce que serait devenu Batman si au lieu d'être sympa, c'était juste un salaud en fait. Et il part de ce principe-là. Et donc Kick-Ass, il est parti du principe de se dire, on est à une époque contemporaine où les super-héros existent, ils ont des super-pouvoirs. Batman existe, il a pas de super-pouvoirs, il a la technologie, il a l'argent. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, personne n'a essayé en fait. Personne n'a essayé d'être un super-héros en prenant la technologie et en essayant de faire un truc, et il se dit bah moi je vais créer ça. Et donc il prend un petit gars, un adolescent qui s'appelle Dev quelque chose dont j'ai oublié le nom parce que c'est compliqué à dire, et il va en faire un loser. Straczynski, c'est ça? Non, Lewinsky ou un truc comme ça. J'ai oublié. Et donc l'ado se dit bah moi je vais être un super-héros, donc il commande un swimsuit de truc Un de costume. plongée, ouais, un costume de plongée, et il va essayer de devenir un super-héros, et il se fait éclater littéralement la gueule par tout le monde. Il prend des coups dans tous les sens, il se retrouve à l'hosto, il est opéré gravement et tout. Et à partir de là, cet incident va développer quelque chose, enfin son apparition va développer autre chose dans le monde de Kick-Ass, avec une petite gamine qui est en fait entraînée depuis l'âge de 8 ans par son père pour devenir une tueuse, et ainsi de suite. Et en fait tout le monde tout ce petit monde de super-héros losers, je veux dire, vont s'attaquer à la mafia new-yorkaise et ce genre de choses. Et en fait le comics en soi est assez violent visuellement. Il était sorti chez Marvel à l'époque, et c'était vraiment
bizarre pour Marvel lorsque c'est sorti. En fait, on avait une pleine page d'une gamine de 8 ans avec un katana en train de découper des gens et des gerbes de sang dans tous les sens. Et même pour Marvel qui peut faire des choses un peu violentes, on le voit avec Wolverine de temps en temps, là c'est vraiment assez sanglant, voire gore, et en fait ça a surpris tout le monde, ça a pris tout le monde dans la gueule. Et donc voilà, donc Kick-Ass c'est ça, il y a eu l'adaptation au cinéma qui a été un peu édulcorée pour pouvoir faire en sorte... Je pense qu'il a fallu. T'es obligé. Mais en fait, le premier film, pas obligé. On retrouve un peu ce côté gore, un peu sanglant, on le voit visuellement, c'est quand même un truc, mais voilà, il y a la petite chanson derrière qui fait que c'est assez marrant de voir une gamine en train de découper des gens, et puis le 2 est encore un peu plus édulcoré parce que Kick-Ass 2, donc la suite direct, est encore plus violent dans le thème dans le comics, mais voilà, dans le 2 on va essayer de faire encore un truc plus simple et tout, alors que dans le comics le mec est un vrai loser de bout en bout, alors que dans le film ça reste quand même un héros quoi, et on sent la naissance du héros sur le milieu de l'épisode, et voilà, donc Millar c'est un auteur vraiment à connaître et à lire régulièrement, en tout cas pas pour tout, mais il y a des bons trucs dont il fait, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Merci. On va pardon, que truc si tu veux intervenir. Ouais, je voulais juste rajouter quelque chose sur Millar. Moi, j'aime beaucoup cet auteur parce que c'est quelqu'un qui va faire pas vraiment de la BD underground comme tu peux avoir sur The Goon ou des trucs comme Jeff Lemire et tout ça, mais en fait il va s'appuyer sur l'univers classique des comics, donc Marvel, DC, et il va juste les décaler un petit peu. Alors ça peut être pas mal de choses, ça peut être les rendre plus violents, ça peut être amener des sujets comme l'homosexualité, ce qu'il n'y avait pas avant dans Marvel et que lui il a amené dans Authority et ce genre de choses, des trucs sur le racisme, etc. Et en fait il va juste un tout petit peu décaler les univers classiques et un peu trop polissés ou un peu trop convenu, on va dire, et il va en faire quelque chose d'assez original. Alors des fois ça part en autre boudin, mais en tout cas il a toujours des idées originales, et il amène quelque chose d'intéressant. Et je trouve que c'est intéressant dans le monde du comics parce qu'on est toujours en train de comparer Marvel, DC et le reste, et lui en fait il se situe un peu, je trouve, en marge et sur les bords quoi. Bah, il s'en sort pas trop mal si j'ai bien compris. Surtout avec ses droits ciné. On va parler maintenant d'interconnectivité entre les comics. C'est-à-dire que vous devez le savoir, il y a des séries indépendantes où vous avez d'un côté les X-Men, de l'autre côté j'ai pas d'idée, les Vengeurs, les Inhumains, ainsi de suite, qui sont relativement indépendantes, et vous avez ce qu'on appelle les crossovers en anglais, donc en français les crossovers, les rencontres, les croisements, dans lesquels des personnages que vous connaissez individuellement vont se rencontrer dans un événement spécial qui a été créé pour l'occasion. Et du coup ce sont souvent des événements qui sont écrits à plusieurs mains, donc vous avez plusieurs auteurs qui participent, donc l'auteur de la série 1 et l'auteur de la série 2, et en ce moment chez Marvel, DC, donc les deux grosses maisons, on a des crossovers avec plus de séries que ça, où on a vraiment des personnages parfois mineurs mais qui interviennent quand même et qui ont un rôle important, et c'est le cas dans 2 séries, enfin même 3 séries dont on va parler, qui font quasiment suite les unes des autres aux autres. Ouais. On va parler d'abord de House of M, qui est la maison M en français, enfin non, même House, même c'est House of M en anglais, en français aussi. En fait c'est un crossover dans lequel vous avez un personnage mutant, enfin point d'interrogation, qui a le pouvoir de changer le hasard, changer les probabilités, et par extension, changer la réalité. Et c'est un personnage qui jusque-là avait le contrôle de ses pouvoirs, mais qui à cause d'un événement traumatique perd le contrôle justement de ses pouvoirs et détruit quasiment complètement ce qu'on savait des personnages qu'on connaissait. C'est-à-dire que on a des personnages qui avaient des pouvoirs avant et qui n'en ont plus à cause de la création de cette espèce d'univers parallèle. Et il y a certains personnages qui en sont conscients, donc qui voient que quelque chose ne tourne pas rond et qui vont essayer d'une façon enfin sous l'œil de ce personnage de la sorcière écarlate, d'essayer de mettre fin à cette espèce de rêve qui a tué des gens et qui ne semble pas normal pour beaucoup de personnages, donc qui se réveillent et qui vont essayer de mettre fin à tout ça. Et donc on a pas mal de personnages qui ne venaient pas des mêmes univers entre guillemets, donc des X-Men, des Avengers, enfin des Vengeurs, même des personnages qui ont été oubliés depuis le temps, qui se mettent ensemble pour mettre fin donc à ce rêve. Ça fait 3 fois que je le dis, je crois. Ouais. Et parce que je regarde pas mon texte. Et c'est quelque chose dont je voulais parler parce que bon, c'est pas le premier, hein, le premier crossover à proprement parler
il est très ancien, mais le plus moderne, le plus récent, c'est Secret Wars fin 80, je crois. Non, c'est ça, c'est que 76, 80. Oui, c'est les années 80. Fin des années 80. Où là, on a vraiment plein d'histoires de plein de personnages différents qui s'assemblent. Et là, en fait, je voulais en parler parce que je trouve que c'est un point d'entrée qui peut être intéressant parce qu'on a tous les personnages qu'on connaît. Quand je dis qu'on connaît, c'est culture populaire. Hein. C'est pas on connaît les histoires et le développement de qui est le fils de machin. Nan, nan. On sait que Wolverine a des griffes, on sait que Hawkeye tire des flèches et ce genre de choses. Là, c'est vraiment culture populaire. Et tous ces personnages se retrouvent dans une situation décalée par rapport à celle qui connaissent, enfin celle que nous on connaît plutôt d'habitude. Et tout le jeu de ce crossover là, c'est d'essayer de deviner déjà quand est-ce que ça va se finir et surtout comment vivent le fameux What If, comment vivent ces personnages dans cet univers spécial. Et il y a un événement assez traumatique qui se passe en milieu de comics où le personnage, la sorcière écarlate, décide que les mutants, c'est pas vraiment un spoiler, hein, c'est un événement qui est sorti en 2005, décide que les mutants ne devraient plus exister. Et donc met quasiment fin, à part, je crois que c'est 5% ou quelque chose de ridicule comme ça. Je crois que c'est 3%. Des mutants qui restent. Les autres disparaissent, partent de l'existence. Ils ne sont pas morts, ils disparaissent. C'est un claquement de doigts. Exactement, c'est la phrase qu'elle dit. Et c'est un événement qui a le pouvoir, enfin l'intérêt de créer une nouvelle réalité derrière. C'est-à-dire que à la fin, sans grande surprise, la réalité revient, sauf que la conséquence de son sort entre guillemets reste. C'est-à-dire que les mutants en tout cas une grande partie a été décimée. Je vois deux asticots qui gigotent sur la table. Il y a Zef qui veut intervenir. Ouais, je voulais intervenir. En fait, je vais juste reprendre sur un truc parce que tu parles de What If en parlant de House of M, mais c'est pas un What If en fait, c'est canon. Hein. Oui, c'est canon, c'est complètement canon dans l'histoire parce que c'est pas une réalité alternative que Scarlet Witch va créer, elle va modifier la réalité pour que ça devienne sa réalité et la réalité pour tout le monde. D'accord. Et donc ça va devenir canon sur la première réalité qu'elle va créer et sur le No More Mutants, ça va devenir ensuite canon sur le reste parce que cette action-là a encore des répercussions sur les comics d'aujourd'hui, sur les d'ailleurs, on en reparle. On le reparle d'elle et on la voit encore comme très dangereuse parce qu'elle a tué les gens. Ont peur d'elle, ouais. Que tu voulais ajouter quelque chose? Bah oui, pourquoi ils ont fait House of M? C'est quoi cette question? Tu veux vraiment c'est quoi cette question? Non, parce que il parle de l'événement de base en fait. En fait, l'événement de base et le fait que fasse disparaître bon sang de mon soir, autant de mutants en fait, c'est aussi lié à l'éditorialisme en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup trop de mutants et beaucoup trop dans l'univers Marvel, ils arrivaient plus à s'en sortir sur les 12 000 séries qu'ils avaient, donc en fait, ils ont créé aussi 13 000. Créé cet événement pour que en fait, il y ait moins de publications après. Oui, bien sûr. Un micro truc parce que depuis tout à l'heure on parle beaucoup des histoires, mais on parle un peu moins des dessins. Donc ça me permet de juste dire que John Romita Jr. sur Kick-Ass ça défonce. Ouais. Je veux juste dire ça tout à l'heure. Et House of M, je ne l'ai pas lu, mais je le tiens devant moi car il vient de la médiathèque. Couverture de Essad Ribic qui pour moi est un génie de la couleur et il a dessiné quelques pages dedans. Il y a aussi Olivier Coipel qui est en plus français donc voilà. Donc lisez, si l'histoire a été mal vendue par mes collègues parce que j'ai pas vraiment écouté, allez-y au moins pour le dessin parce que ça claque. On pense toujours à l'histoire mais on pense moins au dessin alors que c'est la première chose qu'on voit dans un comic, c'est le dessin. Juste une chose pour les personnes qui ne connaîtraient pas cet individu qui est Ben, c'est un graphiste. Rien à voir. Et du coup, non mais c'est l'intérêt de notre émission, c'est l'intérêt de notre émission, c'est d'avoir justement des yeux différents. C'est-à-dire qu'on a des gens... il est pas graphiste, il a apporté l'artiste édition de The Goon qui est magnifique. Ouais, parce qu'il est faillot. On a des gens qui s'intéressent et c'est très bien. Et je dirais pas d'abord, mais aussi au dessin. Et c'est quelque chose qui parfois est négligé. Et là, on l'a fait. Désolé, effectivement. Non mais c'est bien de rappeler. C'est dans les deux sens aussi. Des fois, c'est très beau et l'histoire est chiante, et des fois, l'histoire est mortelle et c'est mal fait. Mais bon, et du coup, c'est un peu difficile. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs justement pour permettre de contrebalancer justement de ne pas se concentrer que sur un seul des aspects. Après, bon, quand on a des comics où il y a pas de texte, je pense à mais justement ça peut être intéressant de lire le sous-texte. Un deuxième comics qui dans la même maison qui fait plus ou moins suite à la maison M, c'est Civil War. Et c'est toi qui nous en parles, Zef. Absolument. Et je repars sur Mark Millar. Voilà. Toujours. Je me suis rendu compte de ça en préparant mes chroniques. C'est que finalement, en Civil War, c'est un deuxième arc qui arrive peu après House of M, qui part d'un événement simple de la télé-réalité en fait. Mark Millar crée une équipe de mutants, dont j'ai plus le nom en tête, qui sont des jeunes mutants et qui sont filmés en live sur leurs interventions et les gars partent sur une intervention à Stamford où
ils vont arrêter en fait un groupe de super vilains et l'intervention se passe super mal et un des super vilains qui est sur place qui s'appelle Nitro, qui a le pouvoir, comme son nom l'indique, de créer des explosions, s'énerve très fort et explose fort en faisant écraser tout un quartier avec lui et en tuant énormément de civils, dont une école primaire. Et en fait là, le monde, le gouvernement américain dit stop au super pouvoir. Il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on a trop de super héros, on a trop de personnes qui se permettent de passer outre les lois et de créer des événements, de tuer des gens, faire des dommages collatéraux. Donc aujourd'hui, ils vont créer ce qu'ils appellent le recensement, je sais plus comment ils appellent ça, le truc en anglais. Je crois que c'est ça. un espèce de recensement des super-héros. Oui, ça, c'est le recensement. Registration Act. Voilà, c'est ça, Registration Act, qu'on voit d'ailleurs dans le film de Captain America. Ce qui est assez intéressant parce que finalement, dans le film, ils partent de Captain America pour créer cet arc de Civil War, alors qu'en fait, ça vient pas de lui, en fait, ça vient de Captain America à la base. C'est pas un arc qui est créé dans la série de Captain America, c'est vraiment indépendant, mais comme il devient en fait une tête d'affiche sur le combat de ce recensement, parce qu'il est contre ce recensement, et bien en fait ils l'ont très bien intégré, donc je trouve dans le MCU là-dedans. Et donc bref, ce recensement et cette espèce de recensement, enfin je sais pas, de listing des super-héros avec leur nom, leur prénom, leur adresse, c'est genre vraiment un côté très nazi finalement. Genre responsabiliser les super pouvoirs. Ouais, c'est ça, mais voilà, Captain America va se dresser contre ça en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est du nazisme tout simplement, vous n'avez pas le droit de recenser les gens pour pouvoir les utiliser ou pas si besoin, ça va à l'encontre de la liberté. Et finalement, il va se dresser contre ça et créer sa petite team de rebelles et se battre contre ça. Et à l'opposé, on a Iron Man qui va justement lui prendre acte que le gouvernement des États-Unis et le président lui demandent de prendre de défendre finalement le pays contre ces rebelles, et on va créer en fait une guerre civile, donc Civil War, entre les deux, et ça va avoir des conséquences forte et importante pour tout l'univers Marvel aussi à ce niveau-là. Ouais. Il va avoir des morts, il va avoir des inimitiés qui vont se créer et qui vont encore durer dans le temps, qui durent encore aujourd'hui. Et c'est absolument fantastique. Enfin, c'est un des arcs aussi les plus forts des années 90. 2000 à mon sens, qu'il faut connaître aussi parce qu'il va apporter énormément de changements dans l'univers, et surtout il va permettre de creuser des héros et des super-héros qui sont pas forcément importants ou pas forcément si imposants que ça dans l'univers. On va les voir sous un nouveau jour et que ça va leur permettre d'avoir des séries super intéressantes derrière. Et voilà. Donc Civil War de Mark Millar, c'est sorti en 2007, je dis fin des années 90 pour les autres séries qui ont été créées. C'est fin 2007 chez Marvel, je crois que c'est édité chez Panini Comics par logique. Ça doit être ça. Aujourd'hui en France, jetez-vous dessus parce que ça déroule sa maman. On va continuer la chronologie de ces événements-là, justement, qui ont quasiment tous des impacts sur les suites, les séries qui continuent. Et là, on se fait un petit saut dans le temps en 2012 où les Avengers se retrouvent contre les X-Men. Donc c'est quelque chose qui en fait a déjà eu lieu, mais pas sous ce nom-là. C'est-à-dire qu'on a toujours eu soit des rivalités, justement, tu parlais d'inimitié. Il y a plein d'Avengers qui n'aiment pas certains X-Men. Il y a des Avengers ou des gens qui ne sont pas affiliés aux X-Men qui sont des méchants, et il y a des X-Men, enfin, en tout cas des mutants qui sont aussi des méchants. C'est toujours cette histoire de grande famille. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des gens qui passent du bien vers le mal et inversement. Et là, en l'occurrence, c'est une menace extérieure qui a créé cette opposition entre ces deux grands groupes très 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 connus qui sont, si on exclut les Fantastic Four et Spider-Man, les deux plus grosses ventes de la maison. Donc en fait, c'est pas du tout les meilleures ventes de la maison. Qu'est-ce que je disais, où en fait la menace extérieure, c'est une entité cosmique qu'on connaît assez bien dans l'univers Marvel, qui s'appelle la Force Phoenix, la Phoenix Force, qui, comme son nom l'indique, est une force qui ne peut pas mourir, qui est en constante régénération, recréation, et dont le but en fait, c'est à chaque fois, c'est ni méchant ni gentil, c'est juste un ordre naturel des choses que pour faire évoluer les choses, il faut les détruire. Et du coup, détruire les gens, ça veut dire détruire le monde, ça veut dire tuer des gens. Et ça, les gentils humains des X-Men et des Avengers, ils aiment pas trop ça. Seulement, rappelez-vous, on a une mutante qui a dit plus de mutants. Et donc, il y a entre 3 et 5% des mutants qui restent. Ça fait donc un peu moins de 10 ans, qu'il y a très très peu de mutants. Donc évidemment, les mutants qu'on connaît dans les histoires, donc
Tornade, Magneto, Wolverine, ce genre de choses n'ont pas été affectés directement, avec des bémols, mais là je vous trace les gros traits. Et en fait, l'opposition vient du fait que les X-Men voient l'arrivée de la Phoenix Force comme une version positive une fin positive à toutes les choses, parce que comme la Force Phoenix est une force de renaissance, de recréation, ils espèrent que sa présence redonnera aux mutants la place qu'ils avaient avant, c'est-à-dire les repeupler, ce genre de choses. Et les Avengers, qui ont déjà vu les frasques de la Phoenix Force par le passé, c'est-à-dire tuer beaucoup de monde très très facilement, la voient plutôt comme une menace. Et l'opposition vient de là, et on a des personnages comme Cyclope, qui est un peu le gentil, le boy scout, voilà, le mec sans histoire, qui est très gentil, très héroïque, très courageux. Et cette histoire, je prends ce personnage un peu au pif, va le transformer totalement. C'est-à-dire on passe du boy scout à une espèce de force. Je sais pas comment, je vais pas dire vengeance, mais en fait c'est vraiment la fin justifie les moyens, plus que ça, mais effectivement ça va il avait déjà pas mal évolué, parce que Cyclope c'est un personnage qui en a pris plein la gueule dans toute sa vie, et il avait déjà pas mal évolué sur sa façon de voir les gens et façon de voir le monde, et trace le gros trait, c'est bien plus effectivement technique. Il va prendre des décisions qui sont sans retour, vraiment, et qui ont encore des conséquences aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a des personnages comme Iron Man qui, encore une fois, est du côté là c'est des Avengers, et donc pour défendre la Terre, est prêt à c'est Captain. C'est Iron Man qui construit le oui, c'est device. vrai, ça autant prendre. Enfin, la plupart des Avengers sont tous d'accord d'ailleurs, hein. Ils disent non, c'est hors de question que cette force nous revienne dessus, parce qu'en fait voilà, ils sont avertis très tôt que la force arrivera, et ils font tout pour nuire aux X-Men, qui font tout pour l'accueillir entre guillemets, et il y a des conséquences très 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 graves. Ça, je préfère pas vous le révéler, même si ça a 6 ans, 7 ans maintenant. Et c'est justement un événement qui va relancer. On parlait de relaunch, reboot, tout ça. Là, derrière, on a une nouvelle continuité. Voilà, on va dire continuité, parce qu'il y a des événements qui ont été gravés dans la roche et d'autres qui ont été très fluctuants. Mais ça permet quand même à un nouveau lecteur de rentrer avec beaucoup de résumés de ce qui s'est passé avant, pour justement essayer de déterminer une nouvelle histoire pour ces personnages, avancer, aller plus loin parfois. Des gentils très gentils, des méchants très méchants, des méchants qui deviennent gentils, inversement. Donc voilà, moi j'ai choisi ce comics parce que c'est un des premiers que j'ai lu de façon sérieuse et poussée entre guillemets. C'est pour ça que je fais un résumé aussi pourri, mais mais je trouve que c'est très 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 intéressant, parce que on voit tous les personnages qu'on connaît. Voilà, encore une fois, c'est vraiment pop culture. Ils sont tous là, et il y a une intrigue assez intéressante qui vraiment, enfin c'est un petit mystère. Et puis surtout quand on voit que les combats commencent, parce que au début on se dit mais c'est amical, ils vont juste se mettre des claques, ils vont juste dire qu'ils sont pas d'accord. Et non, il y a des gens qui s'entretuent, et c'est cool. Enfin c'est cool, c'est pas génial, mais voilà. Donc voilà, c'est pour parler d'interconnectivité entre les comics, et le fait que des choses qui puissent être arrivées il y a 20 ans pardon, aient encore des conséquences aujourd'hui, et c'est encore le cas en 2017. Je vous donne la parole à Nekoto, et tu vas nous parler d'un autre crossover, à moins que toi tu veuilles ajouter quelque chose. Oui. Mais non, parce que tu disais justement, c'est intéressant, tu dis que c'est des points d'ancrage dans l'univers Marvel, auxquels on peut commencer. Ouais, si on après, ouais. Parce que ça aplanit un peu parce que tu disais qu'il y avait des résumés. Donc en fait, si par exemple si on veut ça c'est les comics qui résument ce qui vient de se passer. Enfin, tu sais que dans leur bulle, ils vont dire oui, c'est vrai que un tel a fait ça il y a 3 épisodes, tu vois. Oui, mais du coup, c'est des bons moments pour commencer l'univers Marvel, que ce soit House of M, Civil War. C'est ce qu'il appelle point d'ancrage. C'est pour ça que je disais. Point d'entrée. Point d'entrée, parce qu'ancrage c'est quand tu t'arrêtes. Mais et du coup, on va passer dans l'autre maison chez DC. Oui. Alors l'autre grande maison, parce qu'il y a une autre maison, DC Comics, avec un crossover de leur cru. Tout à fait, qui date de 2009-2010. Ça s'appelle Blackest Night, donc je le répète, c'est disponible à cette médiathèque et un peu partout là où c'est cool. Et pour parler de Blackest Night, il faut parler de Green Lantern, et Green Lantern qui est un des héros emblématiques de la maison DC, qui est en fait, pour faire simple, il faut que j'en parle un petit peu, mais c'est un peu la police intergalactique, la police de l'espace qui régit la loi dans l'univers, et leurs membres, donc les Green Lantern, ont comme arme un anneau qui a été créé par les
gardiens de l'univers et non les gardiens de la galaxie, attention, on ne confond pas, qui donc cet anneau leur permet d'absorber la force qui correspond à l'émotion, la volonté sur le spectre des émotions, c'est important parce que je développerai après. Et grâce donc à cette énergie via leur anneau, ils peuvent créer à volonté, hein, c'est pas un jeu de mots, c'est tout ce qu'ils veulent, toutes les structures, des armes, des véhicules, tout ça, enfin tout ce qui leur permet de maintenir l'ordre dans l'univers. Et on va apprendre, enfin redécouvrir dans cet arc Blackest Night qu'il existe d'autres anneaux, d'autres couleurs qui correspondent chacun à une émotion sur le spectre des émotions. Donc on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Dans les émotions on a la rage, la compassion, la vanité, la peur, enfin il y a plein de trucs. Et tous ces biomanes en fait vont parce qu'il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants. Tous ne sont pas des forces de police, il y a que les Green Lantern en l'occurrence. Et on va apprendre qu'il y a un anneau en plus qui est l'anneau noir qui donc correspond à la mort. D'où Blackest Night en fait, qui donc cet anneau n'a qu'un seul adepte, donc qui est le héros de cette aventure qui s'appelle Necron, qui a le pouvoir donc de ressusciter les morts, notamment les super-héros, et qui a pour but tout simplement d'annihiler toute trace de vie sur Terre et toutes les émotions. C'est pour ça que je disais que les émotions sont importantes, parce que le but c'est d'anéantir toutes les émotions sur Terre. Et donc là où c'est intéressant, c'est que déjà on découvre, j'en parlais tout à l'heure pour Swamp Thing et tout, mais toute la mythologie qu'il peut y avoir autour d'un héros qui semble un petit peu simple comme Green Lantern, qui est juste un mec vert qui fait de la lumière et qui dit des blagues. On découvre qu'il y a tout un univers avec les différentes factions, des différentes couleurs, etc., différents personnages dans l'univers entier. Et donc tous ces personnages vont s'articuler autour de cet anneau noir, puisque évidemment beaucoup de gens vont mourir et beaucoup de gens vont revenir à la vie, et quand ils reviennent à la vie ils sont plus très gentils parce que c'est comme des zombies un petit peu. Et il va aussi y avoir des espèces aberration, c'est un peu péjoratif, mais plutôt des bizarreries, comme par exemple Flash qui va avoir un anneau bleu qui est l'anneau de l'espoir, qui donc va devenir un Flash bleu. Enfin voilà, on va avoir plein de héros qu'on connaît, et c'est ce qui m'amène au sujet lié, donc tu parlais de crossover, des gros events où on a tous les héros qu'on connaît, qui là en l'occurrence sont affectés, mais qui sont quand même les héros, qui restent les héros qu'on connaît. Et j'apporte une nouvelle notion qui est la notion donc en VO de tie-in, donc c'est plutôt les séries annexes ou les séries dérivées, c'est-à-dire que c'est quand il y a un event dans une maison d'édition, l'événement est tellement important qu'il coule sur les séries annexes et sur les séries autour, notamment sur Flash. Ce qui va lui arriver dans cet événement sera dépeint dans la série Flash, dans la série individuelle, merci, de Flash. Et ça arrive avec beaucoup de héros dans cet arc-là. Et donc je vous conseille Blackest Night puisque c'est relié. Voilà, on a tous les héros qu'on connaît. Il y a des trucs rigolos, il y a des trucs un peu moins rigolos. Il y a de l'action et surtout, et c'est Geoff Johns, donc l'auteur de cet arc-là et de la série régulière Green Lantern à l'époque, qui l'a dit. Il a dit le thème principal de tout cet arc, c'est les émotions. Et c'est vrai que ça peut paraître rigolo quand on dit ok, bah grâce à une tu fais une voiture, très bien, mais ça va plus loin que ça. Voilà, la faction qui gère la colère, en fait, ils sont vraiment énervés tout le temps, ils sont hyper gore et on sait pourquoi. La peur, c'est pareil, voilà. Et voilà, il y a toute une synergie autour de ça et c'est hyper intéressant et c'est hyper bien dessiné aussi. Donc, je vous conseille Blackest Night. C'est un petit peu vieux maintenant, mais c'est toujours un bon et ça peut servir aussi, comme tu disais, de point d'ancrage ou de point d'entrée à l'univers DC qui est un peu dense, qui a changé depuis, mais qui ça reste quand même efficace. Ça, il me semble que c'est un petit peu plus digeste en ce moment. Oui. On va faire une petite pause dans les revues, juste pour parler un petit peu de comment est-ce qu'on fait une chronique, parce que dans notre podcast, j'allais dire au quotidien, mais bon, toutes les 2 semaines, on prépare des chroniques dans notre coin. C'est-à-dire que même si on se réunit pour les choisir et pour décider de quel sera l'ordre du jour pour l'épisode à venir, c'est dans son coin que chaque chroniqueur fait sa revue. À très peu de reprises, on a dû faire des choses ensemble. C'est-à-dire que on découvre véritablement la vie de nos petits collègues au moment où on prend l'antenne. Donc ça c'est là pour le coup c'est une surprise pour moi parce que je sais rien du tout de ce qu'on va me répondre, mais voilà, je vais vous demander à vous trois comment est-ce que, après avoir choisi votre comics, comment est-ce que vous le préparez pour pouvoir aborder un maximum de points sans oublier des choses ou sans paraître désagréable si vous aimez pas, ou voilà. On va commencer par ma gauche, Clotrus. Oui. Comment est-ce que toi tu prends comment je l'ai choisi ou comment je l'ai déjà le processus de choix,
Parce que en fait, j'imagine que je sais très bien, rentrer dans une librairie, une médiathèque, une boutique de comics n'importe où, ça peut être assez grisant de voir autant de choses qui sont parfois intéressantes, jolies ou des noms d'auteurs qu'on reconnaît. Mais comment est-ce qu'on choisit du coup? Comment est-ce que toi tu choisis? Il y a pas vraiment de une seule méthode en fait. C'est il y a plein de choses. Déjà, il y a effectivement les noms en fait, les noms des auteurs. Tu vois comme Adrien, lui, il voit Jeff Lemire, il va tout de suite le chroniquer. Ben et moi, si on voit Mignola ou Dave Stewart, voilà. C'est validé tout de suite. Hein. Donc vous avez vos auteurs chéris, vos illustrateurs chéris. Ça c'est les valeurs sûres en fait. On est sûr qu'on va aimer, on est sûr qu'on va en parler avec passion et c'est chouette. Et après il y a d'autres choses. Moi justement, j'essaye un peu de sortir de temps en temps de ma zone de confort, on va dire. Et soit en fait je demande dans mon comic shop, Olaf par exemple, dont on a déjà parlé, qui va me conseiller des choses un peu underground parce que j'ai plus envie d'aller vers ça. Et j'ai envie de parler de quelque chose d'original, quelque chose de court aussi. Moi j'ai pas trop envie de chroniquer du ongoing. Donc le ongoing, c'est les séries qui n'ont pas de fin prévue, régulière. Et je préfère parler plutôt d'une mini-série qui va se dérouler en 6 tomes, ou je préfère parler d'un livre un peu comme on peut avoir justement pour Eric Powell, pour The Goon, ou pour Elwell Mignola. Est-ce que c'est là qu'on voit la différence justement entre comics et roman graphique? C'est ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent vraiment la différence entre les deux. Non, je pense que c'est pas ça. C'est plus les comics qui ont un début et une fin. Alors après ça peut être en plusieurs tomes, mais j'aime bien partir vers quelque chose où je sais qu'il va avoir une fin finie. Ouais. Okay. Pour l'exemple, Kick-Ass, c'est une série qui a une fin parce que elle est pas ongoing. On sait que c'est au début de la série quand elle commence, on sait qu'il a 6 volumes, enfin 6 issues, et que ça s'arrêtera à ça quoi. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose sur la façon dont tu que je construis la chronique après? Bah après c'est je vais dire d'abord donc les 3 premières issues, voire plus si j'ai le temps et si j'ai vraiment envie, c'est-à-dire que le comic c'est vraiment bien. Je vais le lire une fois, après je vais faire des recherches sur l'auteur, sur le dessinateur, sur le coloriste aussi pour voir ce qu'ils ont fait d'autre, dans quelle maison d'édition ils sont, si l'histoire se plante dans un contexte particulier. Ouais. Tu vois, est-ce que c'est une référence à une autre œuvre? Est-ce que c'est suite à justement un énorme événement comme tu pourrais parler Civil War ou ce genre de choses. Et après je vais relire, je vais pas la relire entièrement, mais je vais la feuilleter et je vais commencer à rédiger ma chronique. Alors ça peut être juste des bullet points, ce qu'on appelle des bullet points, c'est juste des points balles, des points importants, des points balles. Et si c'est important et je sais qu'il va falloir que j'en parle, et après je fais juste appel à mes mémoires de l'œuvre. Ou alors parfois ça m'est déjà arrivé d'écrire juste un pavé entier parce que je voulais un peu plus le romancer ou amener une patte ou quelque chose comme ça. D'accord. Excusez-moi. Ben, toi. Comme par hasard, juste quand c'est à moi de prendre la parole, tu tousses. Non, excuse-moi, j'ai machin dans la gorge. Toi, voilà, comment est-ce que toi t'abordes aussi la découverte d'un comics, et qu'est-ce qui te le fait choisir d'abord? Alors, en tout premier, évidemment, je vais enlever la notion des noms qu'on connaît parce que c'est une des règles essentielles, et Ketrus il l'a très bien dit. Ça va être le dessin, que ce soit pas mal sur les réseaux sociaux où je suis abonné à plein de comptes de news, de comics et tout ça. Donc il suffit juste de voir une image dans un tweet ou dans un truc Facebook où je dis ah tiens ça m'attire l'œil, du coup je clique sur l'article et je vois que c'était l'auteur, je dis ah bah oui évidemment machin. Que ce soit une couverture, une planche ou un truc comme ça, donc c'est le dessin. Ça c'est pour le côté quand je suis devant mon ordi. Mais si je vais dans un comic shop ou dans une médiathèque ou dans un magasin ou autre et que je commence à feuilleter, évidemment ça va être le dessin qui va m'attirer. Alors attention, toujours la couve n'est pas forcément représentative de ce qui se passe à l'intérieur. Bonjour Grégo. Bonjour Grégo. Ça peut être dangereux. Mais voilà. Donc ça va être vraiment en premier lieu le dessin, sauf quand c'est un auteur que j'aime bien, comme Mignola ou comme Tom King ou de ce genre de personnes. Et voilà, et donc ensuite je vais feuilleter, ça va me plaire. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est effectivement quand il y a un énorme événement qui se passe chez un éditeur, j'aime bien de temps en temps feuilleter on parlait tout à l'heure de tie-in, enfin les trucs les annexes quoi, les annexes, pour voir si ça me plaît, pour essayer de suivre un événement, pas forcément de façon linéaire et de façon générale, mais plutôt de voir ce qui se passe à côté sur les héros que moi j'aime bien, par exemple. C'est ça que je vais faire. Et pour les chroniques, en général, je lis évidemment comme on l'a dit parce qu'on est un peu obligé. C'est mieux. Les trois premiers chapitres. Pareil que Ketrus, si ça me plaît, je lis plus, etc. Et moi, ce que je fais par contre de différence, c'est que pendant que je suis en train de lire,
quand il y a un truc qui me choque en bien ou en mal, je m'arrête et je note, genre je sais pas, perso bizarre ou ou je comprends pas, ou un peu des bullet points mais genre à chaud, tu vois. D'accord. Et c'est ensuite une fois que j'ai fini de lire le truc, que j'ai l'idée générale, que là je développe un peu mon mes trucs et que je commence à écrire en disant voilà machin là. Et donc voilà, et après ce que j'aime bien faire aussi, c'est dans certains chapitres, il y a pas forcément le courrier des lecteurs, mais il y a un peu le blabla de l'auteur, ou même c'est préfacé par quelqu'un d'autre, un éditeur ou quoi que ce soit, et je trouve que ça donne un contexte, une dimension, un peu ce dont Ketrus parlait en disant est-ce que ça s'ancre dans quelque chose de particulier, est-ce qu'il y a des références littéraires ou dans d'autres médias historiques, etc. Et du coup je trouve que ça c'est un gros plus de savoir ne serait-ce que pourquoi l'auteur a voulu faire ça ou pourquoi le dessinateur a dessiné ça, est-ce que c'est un truc de son enfance, etc. Je trouve que ça donne une autre saveur et un autre angle pour apprécier ce qui se passe dans l'histoire. Donc je m'articule là-dessus plus mes bullet points et voilà. C'est intéressant que tu parles de ça parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux comics qui se lancent dans lesquels il est parfois compliqué de comprendre la genèse du truc et de simplement lire les 2 dernières pages où il dit ça vient de là, je voulais faire ça, et ben là déjà on peut déjà être un petit peu plus accroché et pourquoi pas acheter le 2e parce que justement on voit l'intention et on peut peut-être commencer à prédire la direction de l'auteur et savoir vers où il va et savoir justement si ça peut nous intéresser nous. Non, je voulais juste préciser que je suis aussi séduit souvent un peu aveuglément par des maisons d'édition, notamment Dark Horse qui peut grossièrement se traduire par Delcourt en France. Qui pour moi tu vois The Goon Hellboy, tout ça c'est vraiment ma cam. Et c'est vrai que si sur un étalage j'ai 2 Dark Horse et 2 Marvel, je vais aller feuilleter en premier les 2 Dark Horse et après voilà, l'autre. ça c'est l'habitude aussi. Voilà. On a il y a autant de comics que de lecteurs et enfin c'est plutôt l'inverse. Mais et on a tous des préférences. Et d'ailleurs Zef, toi, comment est-ce que toi aussi tu abordes l'achat du comics? Alors moi je prends tout. Je fais aucune distinction. Je prends tout direct. Comme ça, je suis sûr. Alors, d'abord, j'achète tous les comics et après on me paye. Voilà. Non, comment ça se passe pour le choix du comics à chroniquer? C'est souvent, en fait, on a un truc simple chez Comic Outcast. On a un tableur Excel sur Drive pour mettre tout ce qu'on veut faire. Et souvent, je mets mes choix là-dedans en disant tiens, j'aimerais bien chroniquer ça. Et une règle implicite chez Comics Outcast qui fait que tout le monde le prend, sauf moi. Bah c'est normal parce que je choisis un truc et les gens le font pour moi. Donc c'est du coup, je me retrouve souvent avec des merdes. Comme Kick-Ass par exemple. Non, très sérieusement. C'est faux. En fait, je vais pas renouveler ce que les gens ont dit avant moi. Grosso modo, je me laisse avoir par ce que j'aime. Moi, j'aime bien faire les séries ongoing en général parce que c'est lancer un truc qui parfois mettre la lumière sur un truc qui est pas forcément intéressant pour tous. Je parle de Teen Titans ou les Super Sons par exemple, parce que voilà, c'est une petite série qui pète pas des masses en termes d'histoire sur un univers complet, mais qu'il faut absolument lire parce que c'est trop fun ou c'est trop cool. Alors Super Sons, ce sont les deux enfants fils de Superman et Batman qui ont leurs propres aventures. Ouais, voilà, qui sont en cours de récré grosso modo et qui font leur débilité et c'est trop cool. Et donc voilà, moi j'aime bien sur le coup de cœur, comme je lis énormément de trucs, quand je dis que j'achète tout, c'est pas loin d'être faux. En fait, je prends vraiment quasi toutes les séries d'ici et Marvel et Image et je lis ça en masse et quand il y a un truc qui sort là-dedans, j'aime bien en parler. Et pour la chronique, c'est simple, je tape le nom du comics sur Google, je tape review en face et je fais Google Trad de la review d'un américain et je la cite après dans le Comics Outcast en faisant ça en genre que c'est moi tout simplement. Sinon en vrai, je fais comme tout le monde, je lis les comics en général, c'est une série que je lis depuis longtemps, qui est au 5e ou 6e issue et comme je l'ai déjà lu, je la relis et j'écris ma chronique bêtement à côté et puis et j'attends de voir ce que les autres en pensent. Donc je renouvelle pas ce qui a déjà été dit, désolé, mais je fais un travail très simple en fait. C'est intéressant parce que j'étais un peu curieux aussi parce que vu que je ne travaille pas directement avec vous pendant que vous composez tout ça, j'ai une approche qui est relativement proche de la vôtre, sauf que moi je le fais au dernier moment parce que c'est plus drôle. Normal. Parce que nous aussi hein. Je me suis pas penché. J'ai fait que 2 fois. J'ai fait 2 reviews. Et c'était 2 fois pas super bien. Mais c'est pas facile, c'est pas facile à faire, mais de rien. Par contre, alors, il y a quelque chose que je dois dire, c'est un exercice qui est quand même assez rigolo. C'est bien sympa de se dire, déjà, comment est-ce que je peux présenter la chose au mieux pour que les auditeurs me comprennent et pour que, et voir surtout si on a bien compris la même chose avec les autres chroniqueurs. Donc ça peut être assez marrant d'avoir des contresens ou des non-sens. Mais ça, c'est marrant parce que, quand je disais que je vais voir les reviews, ce qu'il y a sur le net, en fait, je vais voir les avis des gens sur le net en disant qu'est-ce qu'ils pensent de ça, en fait, par rapport à moi. Et je suis assez surpris de voir, en général,
l'écart. C'est le décalage qu'il peut y avoir sur un truc suivant les sites, suivant les sites de comics en fait, et tout simplement. Et je trouve ça assez intéressant après de voir les avis un peu idiots de mes collègues au fur et à mesure. Mais après ça c'est un truc qui est relatif à toute la culture. La plupart du temps quand tu vas voir l'avis d'un film, et ben tu vas sur un site, tu vas sur un autre, et ben par rapport à la nature du site et son historique, parce que ce sont des hardos du ciné, parce que ce sont des gens qui ne vont pas beaucoup au cinéma, on va avoir des personnes qui vont avoir des avis totalement le grand écart entre les avis, mais après c'est à nous de détecter la qualité dans ce que ces personnes vont dire par rapport à notre avis. Je pense qu'il faut toujours se mettre en exergue d'un côté ou de l'autre, mais pas forcément prendre le truc les avis qu'on voit sur le net comme des avis absolus vu non, que parce qu'il y a quand même beaucoup de trolls aussi en fait. Oui, voilà, il y a dans plein le de gens truc, qui font semblant de pas aimer des gens. Après comme j'ai des goûts qui sont vraiment très variés, je peux vraiment faire des trucs un peu débiles comme qui me semblent débiles comme My Little Pony ou quoi, mais moi je kiffe ce genre de choses aussi parce que c'est très simple. Mais donc voilà, c'est une de mes chroniques préférées, ça a été Alien versus Vampirella. J'avais kiffé quelle horreur ce comics, et j'étais très content de l'avoir présenté, et je me suis excusé même pour l'avoir fait. Voilà. Maintenant que Eric est en train d'écrire, je continue à parler. Non mais je peux faire 3 choses à la fois. Fais 3 choses à la fois. On va donner la parole parce que c'est moi qui parle. La parole à Queutrus, tu voulais nous parler d'Ultimate Spider-Man dans le cadre de première lecture pour adolescents. Ouais, et pas que, parce que en fait, tu m'as même pas tassé la main tout à l'heure, mais il y avait il y avait un rapport en fait avec les univers de Marvel et tout ça. Oui, alors Ultimate Spider-Man, c'est un comics qui a été créé et écrit par Brian Michael Bendis et dessiné par Mark Bagley et Stuart Immonen. À la fin. Oui, c'est oui. C'est oui. Et d'ailleurs, ceux qui s'intéressent au dessin du comics, je conseille de regarder la dernière issue de Mark Bagley et la première d'Immonen, et vous verrez pourquoi, qu'est-ce que le dynamisme dans le dessin. Voilà, petite parenthèse. Alors, l'univers Ultimate, ça a été créé en 2000 par Joe Quesada et Bill Jemas, qui étaient dirigeants de Marvel à l'époque. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça? Ils se sont dit que la plupart des gens et des nouveaux lecteurs allaient être effrayés par près d'un demi-siècle de continuité dans les comics. Et du coup, il y a trop de choses à savoir, trop de choses à lire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ils se sont dit, on va créer un nouvel univers. C'est plus simple. Voilà. Alors, c'est pas un reboot de l'univers classique, mais c'est un univers parallèle. Donc, sur une terre parallèle, qui a un numéro et qui est un univers parallèle à l'univers classique de Marvel. Alors pourquoi j'ai choisi Ultimate Spider-Man? Parce qu'on a parlé beaucoup de BD adultes en fait. La plupart de ce qu'on a parlé, c'est quand même très adulte, en tout cas, sauf peut-être tout ce qui est Marvel. Et moi, quand j'ai lu Ultimate Spider-Man, j'ai regretté d'être aussi âgé. J'ai regretté d'être trop vieux. Je me suis dit mince. C'est vrai que ça se voit un peu en plus. C'est le truc que j'aurais aimé lire quand j'étais adolescent. Et du coup, quand on se demande quand on est parent par exemple, ou quand on est ado aussi, que ce soit au collège ou au lycée, on se dit tiens qu'est-ce que je lirais bien. Bah moi je conseille en tout cas au collège de lire Ultimate Spider-Man, parce que c'est un comics qui est en tout cas fini, qui est de très bonne qualité, avec un super auteur et des super dessinateurs, et c'est quelque chose où on va pouvoir s'identifier clairement. Voilà. D'accord. Et c'est pas tout à fait le même cadre, mais je voulais parler d'un coup de cœur personnel qui en fait a été le coup de cœur de plein de gens, surtout en 2012 à Angoulême. C'est un roman graphique, un comics de Matt Fraction, qui est un auteur d'une génération un peu plus récente, on va dire, que la plupart de ceux dont on a parlé aujourd'hui, qui a pris le personnage de Hawkeye, Œil de Faucon, qui est cet humain. Parce qu'il faut préciser que c'est un humain qui a la capacité de tirer des flèches assez bien, de tirer des projectiles, de bien viser. En fait, il a une vue quasiment parfaite, et surtout, il a une coordination main-œil proche du 100%, on va dire. Il est moins fort que Green Arrow, mais ok. Alors, ce sera le débat de fin de... Non, c'est sûr. Il y a pas de débat. Et donc, en fait, c'est un vengeur, il fait partie des Avengers, qui est dans l'équipe depuis, je crois, quelques années après la conception de l'équipe en tant que telle. Je me rappelle pas la date parce que franchement, je suis pas Daniel, mais... 84. T'es sûr? Non. Je pense que c'est plus ancien que ça. Non. Si. Je sais pas. Et du coup, en fait, c'est un humain. Donc, quand on voit les autres Vengeurs, vous avez Captain America qui est un super soldat, vous avez Hulk qui est Dr. Jekyll Mr. Hyde qui est indestructible, vous avez Iron Man qui est protégé par une armure de métal, et vous aviez donc cet humain qui venait d'un cirque et qui était très talentueux juste à ça, et un bon gymnaste. Voilà, j'avais oublié son autre pouvoir, c'est que c'est un excellent gymnaste. Et donc cet auteur s'est dit, je sais pas comment la conception s'est faite, mais il me semble que il a fait un peu le fond de tiroir, il s'est dit, ce personnage on n'en parle pas, il est toujours dans les équipes, mais
toujours placé comme un rebut, c'est-à-dire cette espèce d'humain qui peut pas voler, qui peut pas changer la réalité, qui peut rien faire. Et on va voir sa vie en fait quand il n'est pas dans le groupe. Donc on va le sortir du contexte, on va le prendre au quotidien. On va le mettre dans son immeuble, on va le mettre avec ses voisins, on va le mettre avec son veto et ce genre de choses. On va le voir au quotidien. Et donc là on le voit qu'est-ce qu'il y a? Continue. Allez, Allez, continue. Vas-y. On le voit, vous êtes relou. On le voit au quotidien, voilà, et avoir de l'échec en amour, c'est-à-dire que c'est un personnage qui dans l'histoire de ses publications a rencontré pas mal de demoiselles et qui a eu des histoires d'amour, même si ce personnage n'a jamais vieilli. Et là en fait tout vient d'un coup, toutes les nanas viennent le voir pour lui dire non mais c'est mort, je ne t'aime pas, je ne t'apprécie pas, tu te débrouilles. Du coup il doit se débrouiller tout seul pour et on voit justement toutes les frasques, tous les accidents qu'il a. D'ailleurs le comics commence par le personnage sur un toit en train de faire des choses très héroïques et en fait donc il ne peut pas voler comme je vous l'ai dit tout à l'heure et il tombe sur le dos, il est hospitalisé pendant plusieurs mois. Il ne peut pas se déplacer, donc il ne peut pas sauver le monde pendant un long moment et il n'est pas payé parce que les Avengers c'est un métier, c'est pas une vocation seulement. Et ils sont aussi dépenses. payés. Et du coup voilà, s'il ne sauve pas le monde, il n'a pas d'argent et donc il a des galères pour payer son loyer. Et c'est genre d'une approche relativement attention récente où on va prendre des personnages parfois super héroïques, mais la plupart du temps ordinaires et les voir au quotidien. Faire leur lessive, et en fait c'est Et ça défonce de et ouf. c'est super intéressant parce Ouais, que dit comme justement on n'a pas l'espèce de d'arc narratif classique avec un héros qui a des petits problèmes personnels où il se torture et un méchant qui vient pour voler sa femme. Parce que c'est toujours ça, c'est je suis là, je suis le méchant, je vais détruire ta ville, ton quartier, n'importe quoi, et le héros se pose en opposition pour se taper. Mais là ça n'a rien à voir, il y a quasiment pas d'adversaire. Enfin si, c'est sa vie son adversaire. Je vais juste rajouter un détail Écoute. complètement inutile. J'étais sur Wikipédia pour avoir la date de tout à l'heure et j'ai oublié. Mais juste préciser qu'il a été vengeur des Grands Lacs. Voilà. Je vous laisse avec cette information. Merci beaucoup. Wikipédia. Eh ben, c'est pas très loin de Chicago, Illinois. Bah, je pense qu'il doit être canadien ou un truc comme ça. Non, il est américain, ok. Bah, des Grands Lacs, ça doit être... Ah, peut-être Michigan, on sait pas. Alors, on va maintenant s'adresser... on va couper. On va attendre qu'il se présente. De quoi? On va question du public. Ah, oh, ok. Avec le Oui. micro qu'il Ouais. a d'ailleurs, il faut qu'on leur donne. Et attends, il faut Ouais. juste que je note dedans 1h27. Ça fait... Ah ouais, t'auras du montage. Adrien, t'auras du montage. Ou plus, je sais Mais pas. non, mais c'est que tout ce qu'il le fait. Tu veux parler de téléspectateurs à deux phrases, il a fait comme ça. Alors, on va accueillir des lecteurs de la médiathèque de Cergy qui ont des questions pour nous. Alors, bonjour à tous. On va vous passer le micro dans un instant et vous allez pouvoir nous poser vos questions en espérant qu'elles sont pas trop dures. Bienvenue. Alors, je te passe le micro, tiens-le bien et parle très proche du micro. Comment tu t'appelles? Nabil, bienvenue. T'as quel âge? 11 ans. 11 ans, d'accord. Et quelle question tu voulais nous poser? Ou une remarque que tu avais à faire, peut-être. Non, mais c'était pas une remarque, c'était pour... vous, avez... Rapproche le micro. Non, voilà. vous nous avez dit c'était qui votre super-héros, là? Là, Okai, celui dont je venais de parler. Oui, vous nous avez... Ah, d'accord. Ok. Je recommence alors. Bonjour Nabil. Je vais pas te demander ton nom. Tu veux nous dire qui est ton personnage préféré? Bah, c'est Mystique. Mystique. Ah, Ah, bien c'est sûr. original ça. Comment t'es tombé sur Mystique pour la première fois? C'était à la bibliothèque. Ici? Oui. Et c'était dans un comics, donc c'était lequel? Tu te rappelles du nom? Non, c'était dans une bande dessinée. D'accord. Et c'était un recueil avec plein de bandes dessinées. Et t'es tombé sur Mystique. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle? Hein? Qu'est-ce qui t'a plu chez Mystique? Bah, elle peut se transformer en n'importe quel super-héros. Ah. Et tu l'as vu dans les films aussi? Non. Non, tu l'as. Non, D'accord. faut pas. C'est une D'accord. erreur. Et d'accord. Et donc toi, maintenant, est-ce que tu cherches les comics dans lesquels elle est? Les bandes dessinées dans lesquelles elle est? Ouais. Oui. Des fois. Des fois. D'accord. Bah très bien. Merci beaucoup, Nabil. Je note. Vas-y, installe-toi. Parle bien devant le micro. Pas mal. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Alpha. Alpha, bienvenue. T'as quel âge?
J'ai 10 ans et demi. 10 ans et demi. Ah, et demi. Et toi, Important, c'est c'est qui? important. C'est important. Attends, moi, j'ai 32 ans et demi. Mais pour de vrai, en plus. On s'en fiche. Non, mais c'est vrai, c'est On vrai. s'en fiche. C'est C'est qui- pas toi, là. C'est bien, Qui Eric. est ton super-héros préféré? Si c'est un super-héros. Peut-être une super-héroïne aussi. C'est Spider-Man et Wolverine. Ça fait 2. Eh. Ouais, mais du coup, si tu devais en choisir... Spider-Man. Ah, Spider-Man, voilà. Ok. Et pourquoi? Parce que, en fait, j'étais beaucoup plus fan des comics, surtout avec, le comics, où il y avait son plus grand fan qui l'avait cloné, et Le chacal. Ah. C'est avec, enfin, vas-y, continue. et aussi, avec, ses aventures dans les films, comme par exemple, Spider-Man 2 de, De Sam Raimi. oui, Oui. Il est pas mal. Et t'as Il vu en le a dernier, bien. là, celui qui est sorti Oui. cet été? oui, Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est Indescriptible. T'as aimé ou pas? j'ai adoré. T'as adoré? Voilà une bonne Parce personne. que ton expression avait l'air de dire que t'avais pas aimé, mais en fait, t'as beaucoup aimé, c'est ça? Oui. D'accord. Tu le trouves mieux que Spider-Man 2 d'avant ou pas? Oui. Ah, voilà, ça c'est bien. Merci, bravo, Voilà. un bon avis. Bah, merci beaucoup, Alpha. Merci. Bonjour. Bonjour, Tiens bien le micro devant ta bouche. Comment tu t'appelles? je m'appelle Yann, Enchanté Yann. Salut. Bienvenue. Qui est ton personnage préféré dans les comics? Captain America, Ah. Bah, c'est pas mal. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi? parce que j'ai vu un combat. là, il faut que tu parles dans le micro. J'ai vu un combat contre Captain America et Iron Man et j'ai bien Ouais. aimé ce combat. C'était dans les films au cinéma ou c'était Dans les films au cinéma. l'année dernière, donc c'était Oui. Civil War. Donc t'as beaucoup aimé le film, j'imagine. Oui, Ça t'a pas dérangé de voir deux amis qui sont en désaccord? non. Non? Tu voulais qu'ils soient en désaccord? Bah, que- c'est tout ce qu'on attendait. Continue, vas-y. Vas-y, ouais. Parce que Prends ton temps, y a pas de problème. c'est parce que en fait l'ami de Captain America, je sais plus comment il s'appelle, mais Bucky Barnes, avec Ah. son bras métallique? Le Oui, soldat c'est ça, de l'hiver, ouais. oui, mais ils se sont battus parce que en fait il a tué ses parents C'est ça. et Oui, après mais- ils se sont battus. Ouais. Et après Iron Man il a comment dire, c'est arraché son bras, pas arraché mais genre de coupé, Oui. Ouais, coupé. et après je pense que c'est D'accord. Bah, merci beaucoup. On a une quatrième personne? oui. Tu veux participer? Tu veux poser une question? Non. Non, c'est bon? D'accord. Bah, merci beaucoup à Yann. Rappelez-moi vos prénoms, Alpha et Nabil. Alpha et Merci. Nabil. Oula, merde. Mince. Merci beaucoup. Dis des gros mots. Merci beaucoup. Vous voulez rester? On va finir là l'émission. Si vous voulez feuilleter les comics qu'on a rapportés? D'accord. Je crois qu'il y a C'est les comics de la un moins médiathèque, jeune enfant d'ailleurs. là-bas qui voulait poser une question aussi, qui était dans le public. Viens donc nous voir. Un moins jeune enfant, mais... Pareil, installe-toi dans le fauteuil. Ça me rappelle des émissions de talk show un peu Ouais, nulles. vous pouvez flipper. Bonjour, comment tu t'appelles? Est-ce qu'ils sont là, tes parents? Ça marche, ouais. Ouais. Ouais, Bon, Quel est ton Bonsoir. super-héros préféré? Mon super-héros préféré. Hein. attends, déjà, présente, qui es-tu? Moi, c'est Thomas, donc j'ai Enchanté. un peu plus, j'ai 28 ans. Ah ouais, là, et demi j'ai peut-être le même ennemi, ouais. J'ai peut-être le même niveau de comics que ces jeunes garçons. D'accord. Moi, j'ai découvert les comics grâce à vous, donc grâce à vous, donc je voulais d'abord vous remercier pour rien. ça. Merci de nous écouter. écoutez, Merci de nous écouter. Moi, mes super-héros préférés, c'est plutôt sur la famille Superman, Supergirl surtout, Ouais. notamment New 52, tout ça. Non, pas dessus. J'avais des questions, mais après, pour être un peu long, ça pouvait relancer l'émission, ça servait à rien. Ce que je voudrais Vas-y, plutôt... relance. Non, pas relancer, non, 10 minutes. excuse-moi. Justement, on peut pas justement la faire éterniser. Je voulais plutôt avoir un avis rapide, parce que vous les chroniquez souvent dans leur les bulles et tout ça, tout ce qui est un peu plus cinéma, film Série, d'animation, etc. ouais. On en rigole souvent. Bon, souvent Batman versus Superman, tout ça, on en rigole bien. Même si Paquet de Russes. Ouais. Non, mais je relance pas le sujet, hein, parce que moi j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà. Ce que je voulais savoir, c'était plutôt d'un point de vue plus global, quel était votre niveau un petit peu d'optimisme, de crédibilité par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez que ça va prendre de l'importance? Est-ce que vous pensez qu'on va rester un peu de loin à surveiller les séries Netflix, à regarder les films au cinéma et puis se dire bon bah voilà c'est rigolo? Ou est-ce que vous pensez que ça va prendre du poids? Est-ce que vous pensez que ça va s'écrouler? Je sais pas. Quel est votre niveau un peu là-dessus?
Zef? Alors si tu parles de la Justice League, pareil. Non, je troll. Je pense que ça va rentrer dans le paysage commun et ça l'est déjà en fait. Mais ça va perdre en qualité malgré tout, parce qu'on le voit déjà en fait. Tu parlais de Netflix par exemple, on voit que ça perd vraiment en qualité et que ça perd du coup en intérêt aussi bien pour le public connu, qui connaît bien le comics, je pense, que pour le public lambda qui finalement va pas forcément se plonger dedans. Et je pense que le MCU, pour en parler, parce que c'est quand même ça qui a amené le gros des films, va aussi perdre un petit peu en notoriété là-dessus et va devenir vraiment de plus en plus lambda avec des super-héros qui sortent un peu du même moule. Ouais, d'un même moule, et surtout qui sont de moins en moins connus pour les mettre en avant, et ça va forcément perdre en crédibilité. Ben? En fait, moi, je suis assez mitigé. D'une manière générale, je suis toujours optimiste quand il y a un film qui sort. En gros fan, tu vois, j'y vais, mais je suis assez mitigé. D'un côté, je suis content parce que je sais qu'il va y en avoir de plus en plus. C'est un bon côté de la chose. Mais là où je suis un peu pas pessimiste, mais presque, c'est de me dire que tous les héros qui appartiennent aux grosses maisons Marvel et DC, ils sont quasiment obligés d'être dans un moule, sauf si on prend un héros sorti de nulle part et qui ait pas de relation avec les autres. Mais ils ont créé des univers partagés, donc maintenant quand ils mettent un héros, il y a la contrainte de le faire intégrer cet univers partagé. Donc il y a beaucoup de contraintes, il y a une charte à respecter. Du coup, c'est de moins en moins original, mais là où je suis optimiste, c'est tous les autres, c'est-à-dire, tu vois, là il y a un nouveau Hellboy qui va sortir, je suis très attaché au personnage, donc j'ai peur, mais en même temps je me dis il y aura des libertés parce que c'est un personnage qui est à part, etc. Donc je suis confiant sur les personnages et les séries qui font pas partie d'un univers partagé. Que truc pour conclure? Oui, pour pas faire de répétition. Par exemple, il y a des chiffres sur les séries Netflix de Netflix États-Unis en tout cas. La meilleure série Netflix sur Marvel, c'était Daredevil saison 2. Mais bien sûr. Non. Et par exemple, je prends sur Defenders, ils ont calculé que seulement 17% des gens qui ont regardé cette Daredevil 2 ont regardé Defenders. Ce que je peux comprendre parce que c'est pas terrible. Par contre, si on regarde les autres séries, que ce soit Luke Cage, Iron Fist et tous les autres, le max, je crois, c'est 23 ou 25% des téléspectateurs qui ont regardé Daredevil 2. Donc c'est un peu inquiétant et en même temps c'est normal vu la qualité des séries qu'ils nous donnent. Donc moi personnellement j'attends beaucoup de Punisher, en tout cas pour les séries. Parce et que c'est ça qui est bien dans la saison 2 de Daredevil. Pour le MCU. Du coup, tu poses cette question, mais c'est quoi de ton avis à toi? Alors, je sais pas trop quoi répondre. Disons que moi, je suis beaucoup plus enthousiaste sur tout ce qui est MCU, donc vraiment cinéma, parce qu'on sent qu'il y a à boire à manger, mais il y a quand même un travail d'appropriation de l'univers qui est assez important. On voit qu'il y a un parti pris sur Captain America Civil War qui a été fait de réduire et de le mettre dans une dimension qui est facile à comprendre pour tout le monde. Voilà, c'est ça, et qui est agréable pour tout le monde. Donc qui reste grand public, voilà. Je suis beaucoup plus pessimiste sur le DCU, je sais pas si ça se dit, mais ça se dit malheureusement. Ouais, mais bon voilà, après moi je suis quand même plus DC, donc on va dire que en fin de ma vie un peu j'y vais. Et puis pour ce qui est des séries, je suis très très pessimiste et je suis d'ailleurs un peu triste qu'il n'y ait pas eu de chronique sur Inhuman, mais bon. Ça arrive. Franchement, je veux pas spoiler, mais c'est peut-être l'émission la prochaine. C'est peut-être. Mais non, mais surtout, c'est pas sûr. La moitié des personnes qui doivent regarder l'émission, enfin l'émission pour enregistrer l'épisode, n'ont pas encore fait. Dont moi j'ai vraiment peur de regarder ça en fait. Mais bon. Bah moi je suis particulièrement impatient de vous écouter l'avoir regardé. Oh là là, je pense qu'il va falloir qu'on consomme des substances. Le maître Larousé va devoir venir défendre la série encore. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. On accueille un nouveau fan parmi meilleur jeunes lecteurs. Meilleur blouson, meilleur t-shirt. Ouais. Alors, je sais pas si on appelle ça un titi. Ouais. Je vais te dire comme ça. Hop, c'est bon. Tu le rapproches bien de ta bouche. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Erwan. Erwan, enchanté. Salut. Bienvenue chez nous. Tu as un personnage préféré, il paraît? C'est Flash. Ah bon? Mais bien sûr. J'avais Flash pas Gordon. Non, Oh, Flash. ça va. Meilleur. Il est trop jeune. Meilleur perso. Pourquoi Flash? Parce que déjà, c'est ma première BD. D'accord. Okay. Tu te rappelles de l'histoire par laquelle t'as commencé? Oui. Par la première qui était dans la BD. C'est bien. La première page. Alors t'arrêtes avec tes questions nulles, hein. Ok, j'arrête. Mais qu'est-ce qui te plaît chez lui? J'imagine sa vitesse, le fait qu'il puisse faire tout rapidement. Ouais. D'accord. C'est super stylé. C'est Aussi, son super costume, il est classe. Bien Je crois que tu aimes bien le rouge. Et le jaune? Oui. Et du coup, donc tu connais un petit peu l'univers de Flash, tu connais ses amis, ses alliés qui aussi ont la super vitesse? La Speed Force, oui. En français. Oui. Voilà, tu les aimes oui. tous autant ou il y en a que tu détestes, genre, Kid Flash?
C'est la force j'aime Vélox. bien Kid Flash. J'aime bien aussi Diagaric, le Flash de la Terre parallèle et la Terre 2. Voilà. Et le premier Flash aussi des années 40. D'accord. Wow, tu connais ton truc, toi. Bah oui. Les gars, il connaît mieux Flash que vous, les gars. Moi, j'aime pas d'ici, donc. D'accord. Des questions Non, tu mais veux c'est... être chroniqueur? Et du coup, j'imagine que tu regardes la série télé. Oui, mais j'ai un peu décroché parce que je préfère les comics. Ah, C'est mieux. voilà. Eh ben voilà. j'en On peut viens, pas, on bravo. doit finir cette émission sur cette phrase. Bravo. C'est super. Curiosité, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Waouh. Non, mais c'est trop bien. La future gestion, vous êtes tous là. Jeune homme, t'étais pas là tout à l'heure, t'as des questions peut-être? Ou tu as peut-être un super-héros préféré? Oui. Ah, bah, viens le dire au micro. Merci beaucoup, Merci, Erwan. Merci. Au revoir. Au revoir, Au à revoir, bientôt. Erwan. Meilleur Viens me personnage. voir. C'est pas grave. Non, ils sont déjà passés, en fait. déjà parlé. Ils l'ont fait dans ton dos. C'est pas des vrais Pendant que amis. t'étais pas là. Vas-y, tiens bien le micro devant ta bouche, s'il te plaît, voilà. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Marcelo, Marcelo, enchanté, bienvenue ici. Quel âge as-tu? j'ai 13 ans. 13 ans, d'accord. Et qui est ton personnage préféré? Spider-Man. Ah, mais le si, deuxième. mais oui. Et alors, pourquoi tu aimes Spider-Man? C'est pas Spider-Man en noir et rouge, moi c'est c'est pas le même. Moi c'est le Spider-Man qui est tout en noir. Miles Morales. Non, il a dit pas noir et rouge. Ça, c'est Miles Morales. Tout en noir, c'est quand il a le truc de Venom. C'est pas Venom. Bah non, c'est quand il a le symbiote. Pas Merci, forcément, Marcelo. pas Non, mais... forcément, pas forcément. Bah, Si, noir et non, rouge. il y a le Back in Il te Black, dit il y que a si. Back in Black, C'est il y a quoi, Back in Marcelo? Remets-les à leur place. Remets-les à leur place. Marcelo. Mais non, mais moi je suis d'accord avec lui. Je vous Écoute, coupe. Marcelo, remets-les à leur place, là, ils commencent à me saouler. Arrêtez. Donc, vas-y. C'est pas c'est que Spider-Man il arrête de mettre le costume noir Voilà. et noir Bleu et rouge. rouge et bleu rouge et bleu Rouge et rouge bleu. et bleu pour mettre le costume de Venom. Voilà, le symbiote. Merci, Marcelo. Ah, Voilà. c'est fou, meilleur, ça. Hein. meilleur moment, Et, meilleur moment. pourquoi tu aimes la version, entre guillemets, alternative de... Comme grâce à Venom il devient plus fort, Ouais. il devient plus méchant. Ah, c'est ça, c'est le côté un peu... Mais c'est un héros et il- toi, t'es content qu'il soit méchant? Oui, comme à un moment qu'il enlève Venom va choisir une autre personne. Ouais. Ça veut dire Venom. Et quand il va sur une personne, il rend sa colère encore plus puissante. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, quand il était avec Spider-Man, à la place de mettre toute sa colère, il rendait plus sa force, plus puissant, encore plus intelligent. Ok. Mais, Il augmente les pouvoirs des gens, c'est ça? Oui. D'accord. Mais du coup, toi, ce que t'aimes, c'est Venom, du coup, au final. oui, D'accord, ok. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Est-ce que tu sais qu'il existe des comics où Venom est tout seul? oui, Et tu les as lus? oui. Enfin, est-ce que t'en as lu? Et Oui, t'aimes bien? J'ai déjà vu que Venom, il s'était rallié avec Spider-Man pour battre un autre Venom, et qui était encore plus puissant que les deux. Et même dans les trucs les plus récents, je sais pas si tu le sais, mais Venom est avec les Gardiens de la Galaxie. Mais dans les comics et dans les trucs très récents, donc c'est pas, Ouais. je suis même pas sûr que ça existe encore En fait, dans en le français. plus mais récent, il y a le Venomverse qui est créé. Et C'est c'est voilà, horrible. c'est- horrible. voilà. Mais en tout cas, il est super. C'est vrai que c'est un très bon personnage. Et c'est ici que tu viens? C'est à la médiathèque que tu viens chercher tes livres? Non, moi, qu'est-ce qui se passe? La bonne réponse, c'est oui, hein. Je te le dis tout de suite. Mais laisse-le Non, parler. je Il a rigole, dit je non, rigole. il a dit non. Comme ma grand-mère m'avait acheté des BD D'accord. de Spider-Man. J'y vais Oh. tout le temps pour en lire. C'est cool, ça. Elles sont bien les grand-mères. Merci les grands-mères. Bah, merci à vous tous. C'était très sympa d'avoir votre avis. Parce que ça change un petit peu, puis c'est sympa. Bah oui. Et puis, bah, bonne lecture. Là, ce qu'on a mis sur la table, c'est des choses qui sont disponibles ici et dans les autres médiathèques de Cergy. Donc, s'il y a des choses qui vous donnent envie, et ben, en fait, vous pouvez les trouver directement ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Je peux dire un truc? Oui, bien sûr. Abonnez à ma chaîne Marcel Lopez 91. Oh là là, Ok. dédicace. Voilà. On verra si on le garde. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, c'est l'heure pour nous de mettre, j'allais dire la clé sur la porte, mais pas encore. Headloper, vraiment? Ben, Vraiment non, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Il te reste Mais non, genre mais c'est moins parce de que, minutes. en fait, je voulais juste essayer de convaincre la médiathèque Alors, vas-y. d'acquérir Fais un pamphlet. un On a Sophie avec une nous juste super à côté, BD. justement. qui est édité par Image en VO et chez Ankama en France, qui s'appelle Headloper, et les dessins sont top, et c'est une histoire hyper simple. C'est juste une quête un peu médiévale, et c'est un peu violent, mais c'est pas gore, donc ça peut être aussi pour les enfants. Et voilà, il y a plein de personnages hauts en couleur, et c'est super dessiné, et c'est drôle, et voilà. Donc s'il te plaît, Sophie, Alors, donc acquiert maintenant, cette pépite. Ça a été enregistré. Si à la médiathèque de Cergy, dans quelques semaines ou dans quelques mois, il n'y a pas cette bande dessinée, vous saurez qui est le responsable. Non, je rigole. Mais non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est pas le dessiné, tu peux pas. Elle a pas prendre dit ça. oui, c'est une proposition. Ah oui, c'est toi qui je lui mets la pense, pression. c'est- Je lui mets pas la prends note pression comme avec ça, ça plaisir. va pas ou quoi? Ah non, moi je préfère justement ici, tout ce qui est dit, on prend acte. Ah, le gars. Je rigole. Je peux dire qu'ils ont aussi Mutafuka, ce qui est du comics français. Oui. Voilà, Ah. je l'ai dit. Et que Merci, vachement bah, bien, c'est dit. lisez-en. Si t'avais dit non, tu l'aurais dédié.
Peut-être. Ok. On va Et passer tu à la l'aurais cassé ou fin pas de cet enregistrement. On va remercier Radio Kawa de nous avoir permis de nous déplacer ici. On va remercier Sophie Agier, donc la demoiselle que vous venez d'entendre. Ou la dame, parce que maintenant on est plus droit, qui nous a invités gracieusement ici, et encore merci beaucoup. On va remercier Nicolas qui nous a aidé à nous installer tout à l'heure. Merci beaucoup, il est au fond là-bas. Merci à Visage du Monde et à Ville Sergi de nous avoir accueillis ici, et merci bien sûr à mes adorables chroniqueurs. On va dire au revoir à tout le monde, on va dire au revoir à Kutrus. Au revoir. Au revoir. Je te dis pas on te retrouve parce qu'on s'en fiche. On va dire au revoir à Ben. Au revoir, merci la médiathèque de Sergi. Et au revoir à Zef. Ciao. Moi je vous dis au revoir, rendez-vous dans la chronologie habituelle des épisodes. Vous avez l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Twitter @comicsoutcast et sur le groupe et la page Facebook le Bouya Comics Club. Sachez que début décembre nous allons organiser un nouveau Bouyapéro. On vous donne les détails très rapidement et très bientôt sur le site de Radio Kawa. Bye. Ciao.